Alors, il est 19 h, on va débuter la rencontre si vous voulez bien. Donc, tout d'abord, je vous souhaite encore une fois la bienvenue aux conseillers présents, mesdames et messieurs qui sont dans la salle, bien entendu, les gens qui nous syntonisent à Télévac, je vous souhaite la bienvenue également. Et à titre d'information, je veux souligner également que c'est la 30e édition de la Semaine québécoise des familles qui débute cette semaine, qui aura lieu du 12 au 18 mai 2025. Alors, ça vient de débuter aujourd'hui. Alors, comme nous avons le quorum, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour pour la rencontre de ce soir. Premièrement, au point 1, ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, dépôt de documents de correspondance. En 5, approbation du procès-verbal antérieur. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. En 6, administration générale et finances. L'adoption 6.1 des comptes à payer. En 6.2, suivi du budget mensuel avril 2025. En 7, affaires des contribuables. En 8, mise à jour et renouvellement du contrat de travail du directeur général. En 9, demande de paiement pour honoraires professionnels Tétratec QE Incorporé, qui est le programme d'aide à la voirie locale 2021-2025. On parle de la réfection de pavage de la rue Saint-Pédis et de la 6e avenue Est, le lot 1, qu'on appelle. En 10, autorisation du directeur général pour appel d'offres le SEAO du PAVL 2023, qui est le volet redressement. Encore une fois, réfection de la rue Saint-Pédis, le lot 2. On parle des ponceaux. En 11, autorisation du directeur général, l'appel d'offres -25-07, qui est le service professionnel pour la surveillance des chantiers des travaux de réfection de la rue Saint-Pédis, le lot 2. En 12, autorisation du directeur général, encore là, appel d'offres -25-07, service professionnel pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de la réfection sur la rue Saint-Pédis, le lot 2, encore une fois. En 13, renouvellement du contrat d'entretien préventif du complexe sportif de Passepébiac, contrôle et mécanique du bâtiment. En 14, demande de paiement final pour honoraires professionnels. On parle de l'étude Assels et Lepage, avocats incorporés. Règlement 2025, en 15, règlement 2025-549, abrogeant le règlement 2010-337 qui concerne la prévention des incendies, l'adoption. En 16, le règlement 2025-551 régissant les compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Passepébiac, c'est un avis de motion. En 17, une autre avis de motion. On va le modifier, avis de motion, mini-maison et logement accessoire, mandat du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. En 18, l'achat en commun 2025 avec la MRC de Bonaventure. En 19, l'offre de services, entretien et réparation de Bonnefontaine. En 20, autorisation de dépenses pour l'inscription au congrès de la FQM en 2025. En 21, ouverture de postes sur appel, interne-externe, préposé à la billetterie, le bar, la cantine du centre culturel. En 22, nomination camp de jour 2025. En 23, demande de dérogation mineure, l'immeuble situé au 110, la rue Lemoy, hauteur du bâtiment accessoire. En 24, l'entente de dons du Club du 50 ans et plus l'amicale de Passepébiac. En 25, les dons. En 26, rapport des membres du Conseil. 27, affaires nouvelles. 28, période de questions. Et enfin, en 29, la levée de l'Assemblée. Alors, si tout vous semble bien, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse cette proposition. Sinon, oui, allez-y. Suggéré à l'ordre du jour. Tout d'abord, au point 8, oui. Mise à jour et renouvellement du contrat de travail du directeur général. Je propose qu'on reporte ce point-là à une séance ultérieure. Question d'être en mesure de mieux délibérer sur le sujet, puis également de réfléchir à la question. Okay. Même chose pour le point 22, nomination camp de jour 2025. Oui. Et pour le point... un instant. Pour le point 17, ce serait tout simplement une résolution et non un avis de motion. Oui. Et également, j'aimerais ajouter un avis de motion pour le dépôt ultérieur d'un projet de règlement sur la régie interne des séances du Conseil. Excellent. On l'ajoutera aux affaires nouvelles à ce moment-là. Oui. Ça, en fait, c'est un avis de motion également que vous voulez. Oui, c'est un avis de motion, donc il n'y a pas de dépôt de projet de règlement. Parfait. Alors, je ne pense pas que j'ai besoin de répéter. Point 8, la remise. Point 22 également. Point 17, ça serait une résolution d'un avis de motion et on ajouterait aux affaires nouvelles une avis de motion également concernant la régie interne. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce changement-là, M. McNaughton? Oui. Mme Anglehart? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Bon, alors il est proposé par M. Jérémy Laplante. C'est résolu à l'unanimité d'apporter des changements tels que précités. M. le greffier, vous êtes en mesure de prendre note? Alors, je vous remercie. Alors, ceci étant dit, j'aurais besoin de quelqu'un qui fasse maintenant proposer l'ordre du jour modifié tel que proposé. Je propose. Je vous remercie. Alors, tout le monde est d'accord, M. McNaughton? Oui. Mme Anglehart également? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante, résolu à l'unanimité, que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.
Ce qui nous mène maintenant au point 4, dépôt de documents et de correspondance. Alors, je n'ai pas de document pour vous ce mois-ci, ni de correspondance. Alors, ça nous mène au point 5, l'approbation des procès-verbaux, le procès-verbal antérieur. On parle de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, il est donc proposé par et résolu à des conseillers présent d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Alors, vous savez, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé la lecture des procès-verbaux, des copies ont été remises à chaque membre du Conseil plus de 24 heures avant la séance. Si vous n'avez rien à ajouter concernant les procès-verbaux, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va également? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart, pardon, et résolu à l'unanimité d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2025. Administration générale et finances, alors les comptes à payer pour 6.1, pardon, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par et résolu à des conseillers présents que les comptes à payer pour le mois d'avril 2025 soient d'un montant de 639 889,17 soient approuvés pour paiement. Alors, au niveau de ces comptes-là, c'est pas grand-chose ce mois-ci qu'on a, mais j'en ai quand même noté deux, soit un très important. On a fait de l'achat d'asphaltage, je l'ai nommé parce que c'est pas tous les mois qu'on achète ça, pour un montant de 6 243 $. Et vous vous souvenez, le mois passé, on a dû régler le dossier de la 3e avenue rue Saint-Pédis pour un montant de 416 138 $. Alors, ce qui nous mène à un mois quand même intéressant, un petit mois de 217 551 dans nos dépenses courantes. Alors, si vous n'avez pas de questions ou d'observations, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Oui, Mme Englehart? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois d'avril 2025 soient d'un montant de 639 689,17 soient approuvés pour paiement. Pardon. 6.2, suivi du budget mensuel d'avril 2025. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport des états financiers, des activités financières en date du 30 avril soit adopté. Alors, c'est pas compliqué là non plus, ça va bien, parce qu'on devrait être normalement à 33 %, on est à 24,98 %. Alors, on a une bonne vitesse de croisière. C'est sûr qu'on a eu un mois dans nos dépenses courantes qui étaient quand même moins élevées, mais ça va bien jusqu'à maintenant. On essaie de garder le cap, puis on est comme ça depuis quelques années, c'est très intéressant. Si vous n'avez rien à ajouter, encore une fois, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Ça va pour vous, M. McNaughton? Oui. Mme Englehart également? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 30 avril soit adopté. Ce qui nous mène maintenant au point 9, puisque le point 8 a été remis. Le point 9, c'est une demande de paiement pour honoraires professionnels Tétratec QI Incorporé. Monsieur le maire, oui. Le point 7. Oh, pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu, je suis désolé. Le point 7, ça vous appartient. Alors, ce qui nous mène à s'affaire des contribuables, je suis désolé. S'il y a des gens qui ont des choses à nous partager, vous êtes bienvenus, bien entendu. Bonsoir tout le monde. Suite à la demande de citoyens de la 5e avenue Ouest, j'ai fait une intervention au dernier conseil au sujet d'une bonne fontaine défectueuse. J'ai pas eu de commentaires, puis eux autres non plus n'ont pas eu de commentaires là-dessus. Est-ce qu'il y a des gestes qui ont été posés? Est-ce que de l'information qui a été diffusée? Probablement, il faudrait que je m'informe parce que c'est peut-être. On m'a dit. Oh, excusez-moi. Non, non, Excusez. non. Je sais qu'il y a une réflexion de Bonnefontaine qui s'en vient bientôt, là, parce qu'on a des. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs, OK? Oui, je suis d'accord. Mais à savoir si celle-là a été réparée, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas fait une vérification. M. Langlois, je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça va faire partie de la résolution tout à l'heure, monsieur le maire. Ça fait partie de la résolution? Parfait. Donc, ça OK, va. c'est parce que j'ai rencontré dernièrement encore des citoyens, Oui. puis on m'a dit que, en tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles. Ben, tantôt, on a un point à l'ordre du jour qui nous c'est mène ça. à une réflexion. Vous avez une bonne écoute, OK? Je suis d'accord avec ça. Mais des fois, il faut être capable d'agir aussi à quelque part. Mon deuxième point, il est arrivé un accident au terrain de jeu. Un jeune, je ne sais pas quoi, là,
J'ai eu des commentaires. Il paraît que c'est le poste CHAU-TV qui a commenté la situation. Est-ce qu'au poste de New Carlisle, de Passepébiac maintenant, excusez-moi, pas CHAU, mais CHNC, est-ce qu'il y a des journalistes qui commentent des fois l'actualité de la ville? Il faudrait leur demander. Moi, j'ai pas eu de Faudrait leur demander, à ce hein? point-là. Oui. OK, d'accord. Je pense que c'est assez rare que les journalistes parlent de Passepébiac. Merci. Je vous remercie. S'il y a d'autres interventions? Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ma question est concernant la 3e avenue Ouest, partir de la rue des Rochers jusqu'à la route D. Oui. La nouvelle section qui a été faite là, Oui. cet automne, qui a fini cet automne. Est-ce que le contrat est terminé à 100%? Est-ce qu'on a quitté le contrat à 100% ou qu'on a des retenues là-dessus, sur ce contrat-là? M. Langlois, s'il vous plaît. On a des retenues là-dessus, puis certaines déficiences ont été reportées concernant l'érosion qui s'est faite cet hiver. Ça va se réparer au tout début de l'été. Oui. Est-ce que vous avez été voir dernièrement, là? C'est terrible. J'ai pris des photos. J'ai envoyé les photos à la firme d'ingénierie. J'ai envoyé les photos au sous-contractant. Puis l'ensemencement va se refaire à nouveau au début de l'été. Oui, parce que là, ça se lave, là, puis ça va dans les canals, dans les fossés, ça va boucher partout, là. Je ne peux pas comprendre le matériel qu'il a utilisé. Ça a l'air d'être un genre de terre tamisée dans des pentes de même, puis la pente, il y a des places que je ne sais pas. Les pentes avaient l'air assez raides, là. Les pentes sont toutes 2 pour 1. Puis ils ont utilisé aussi du gazon projeté, je pense. Pourquoi est-ce que c'était spécifié au contrat, ça, vu que c'était un terrain qui était pas mal, je dirais pas marécageux, mais c'est assez humide de ce coin-là. Il aurait dû utiliser de la pelouse du gazon en rouleau. Ça a retenu plus dans les slopes, ça aurait été moins dangereux là, que ce qu'ils ont fait là. Ça se peut jamais. Je ne sais pas si c'était au contrat, de quelle façon c'était spécifié. Monsieur le maire, Oui. pour cet événement-là, la firme d'ingénierie a été mandatée. Une retenue va être appliquée à l'entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a encore un dernier 5 % qui est retenu. Celle-là va être mesurée et calculée. Et au printemps, il va y avoir les mesures nécessaires pour que les fossés, l'ensemencement fonctionne ou, à tout le moins, la pelouse pousse comme elle devrait pousser. Là. Soit par, comme vous dites, monsieur. Là. Par rouleau, en fait. Par rouleau, par ensemencement. Je sais que vous parlez, quand vous parlez d'un genre de filet là, qui installe là, pour qui retient ça. Ça fait des fissures, des coulisses partout. C'est terrible. Oui, j'ai vu ça. Là. Mon autre intervention, j'ai descendu, j'ai été pour aller au camping, là. Puis la route est terrible aussi. On est là. Partir du stop là, du Unipêche, aller jusqu'au camping. Ouais. On devrait mettre des jerseys en béton, là, barrer l'accès, marqué fermé temporairement, là, parce que là, pour pas qu'il y ait une machine qui passe là, aux 2 extrémités. Ça serait plus sécuritaire pour tout le monde, parce que c'est vraiment dangereux. C'est un bon commentaire. Parce qu'on parle des bons trous. Là, oui, puis on a justement, là, il y a déjà un plan de match qui est établi là, dans les jours qui viennent là, pour la réfection de cette rue-là également, de cette portion de rue-là. Okay. Puis mon autre intervention est... Qu'est-ce qu'on fait à la ville de Passepébiac là, pour les terrains, autour des bâtiments, là, pour que c'est gardé propre? C'est des vrais cours à scrap. Là. Un matin, j'étais sur voisin de ce qu'il y a eu le feu. J'étais là quand le feu t'a pris dans l'air, puis il y a eu un feu à la maison qui a brûlé dans la 5e avenue. C'est terrible. Je ne sais pas quel sort de rapport que le chef pompier va faire, mais... C'est terrible autour de ça, c'est un vrai dépotoir. Il n'y a pas de cachette à faire avec ça. Sinon, qu'on a peur de le dire, moi, j'ai pas peur de le dire. Là. Ah, c'est une très bonne il faudrait que quelqu'un mette ses culottes, puis il faut que c'est nettoyé. Ça, les voisins, c'est terrible autour de ça. Le feu t'a pris là-dedans matin. Là. S'il avait vanté comme à 2 heures d'après-midi, ben, ça aurait pris des avions pour éteindre ça. Parce que s'il avait pris le bas des côtes, là, dans le foin, là, puis dans les arbres, là, non, c'était un feu sérieux un matin. J'étais là, moi, je l'ai vu partir, le feu. J'étais pour aller avertir les gens à la maison, mais je les ai vus sortir. Là. C'est terrible autour de ça. C'est pas la seule qui a de même. C'est aujourd'hui, ce feu-là? Ça se peut-tu, c'est aujourd'hui? Pardon? C'est aujourd'hui, cet incendie-là, que ça a eu lieu? Le feu? Oui. Dans la 5e avenue. Aujourd'hui, hein? À matin. OK. À matin, de vers 7 heures à peu près, mais le feu était déjà à 7 heures moins quart. Mais c'est déjà commencé. Ça a commencé un feu d'herbe, ça s'est ramassé à la maison. Puis après ça a poigné dans le panneau électrique. Puis la maison, puis ça a parti pour la côte. Là, puis il y avait plein de sheds là, plein de toutes sortes de choses. Là. Okay. C'est une cour à scrap. Là. Parfait. J'en ai déjà pris bonne note. Non, mais c'est aujourd'hui pour que ce soit assez rapide.
le suivi là-dedans là, pour l'entretien. Moi, je n'aimerais pas avoir un voisin de même, je peux te dire, il se ramasserait. Merci beaucoup. J'en doute pas. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des choses à nous partager? Sinon, ça nous mène au point 8 maintenant, alors qui est la mise à jour, renouvellement du contrat de travail du directeur général. Le point est remis. Alors, ça nous amène au point 9, demande de paiement pour honoraires professionnels Tetra Tech QI Incorporé, programme d'aide à la voirie locale 2021-2025. On parle de la réfection des pavages de la rue Saint-Pédis et la 6e avenue S, le lot 1. En fait, considérant que le Conseil a autorisé une dépense de 98 305 avant taxe à la firme Tetra Tech QI Incorporé pour les services d'ingénierie requis à la présentation d'aide financière du PAVL, considérant la facture numéro 609-08-139 reçue à la Ville au montant de 30 583,37 taxes incluses pour paiement dont les travaux se sont terminés le 28 février 2025. Il est donc proposé par et résolu d'autoriser le directeur général à émettre le paiement via le service de comptabilité au montant de 30 583,37 taxes incluses à Tetra Tech QI Incorporé. Cette dépense, elle est supportée par le règlement 2024-540 dans le cadre du PAVL 2023, volet de redressement. Vous savez, le projet, bien, nous on en a parlé pour le bénéfice des gens, c'est le projet de la réfection de la rue Saint-Pédis, l'asphaltage qui a été fait. C'est la firme d'ingénierie qui a été engagée à ce moment-là pour la surveillance des travaux. Alors, c'est fait dans le cadre du PAVL auquel on a le financement à 75 %. C'est bien, alors j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. Oui, Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre le paiement via le service de la comptabilité au montant de 30 583,37 taxes incluses à Tetra Tech QI Incorporé. Alors, vous savez que cette dépense est supportée par le règlement d'emprunt 2024-540 et dans le cadre du PAVL 2023, volet redressement. Au point 10, autorisation du directeur général pour appel d'offres SEAO, le PAVL, encore une fois, 2023, volet redressement, la réfection de la rue Saint-Pédis, lot 2, les Ponceaux. Alors, considérant l'adoption du règlement d'emprunt 2024-540, le 8 avril 2024, par sa résolution numéro 2024-04-87, décrétant une dépense de 4 390 000 et un emprunt de 760 000 dans le cadre du PAVL 2023, volet de redressement. Alors, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'autoriser le directeur général à déposer un appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, le contrat pour les travaux de réfection de la rue Saint-Pédis, soit le lot 2, les Ponceaux. Alors, vous savez, il y a deux lots là-dedans. Le 1 qui est à l'asphaltage, le lot 2, ce sont les deux ponceaux qu'il y a à réparer. Le 20 mai prochain, ça va être l'ouverture des enveloppes. L'appel d'offres a été fait pour savoir quelle entreprise. C'est toujours dans le volet redressement du PAVL, avec le même financement que tantôt. Alors, tout simplement, c'est pour avancer. Puis le 20 mai, c'est là qu'il y a l'ouverture des enveloppes pour connaître l'entrepreneur qui pourra bénéficier de ce travail-là. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Merci, M. McNaughton. Mme Anglard, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à déposer par appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le SEAO, le contrat pour les travaux de réfection de la rue Saint-Pédis, le lot 2, on parle de Ponceau. Le point 11, encore une fois, c'est une autorisation du directeur général, toujours un appel d'offres 25-25-07, le service professionnel pour la surveillance de chantier des travaux de réfection de la rue Saint-Pédis, encore une fois, le lot 2. Considérant la nécessité d'obtenir le service professionnel pour la surveillance de chantier des travaux sur la rue Saint-Pédis, le lot 2, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à déposer un appel d'offres pour le contrat de service professionnel pour la surveillance de bureaux et de chantier des travaux sur la rue Saint-Pédis, le lot 2. Alors, encore une fois, c'est un dépôt qu'on va faire. Il y a des firmes qui peuvent appliquer là-dedans. On parle de soit Tetra Tech, encore une fois, ou la firme Arpo, différentes firmes d'ingénierie qui veulent soumissionner pour cette surveillance de chantier-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Bon, merci, M. Grenier. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Madame Anglard, pardon, ça va aussi? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et enfin, Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à déposer un appel d'offres pour le contrat de service professionnel pour la surveillance de bureaux et de chantiers des travaux de la rue Saint-Pédis, soit le lot 2. Au point 12, toujours dans le même ordre, autorisation du directeur général
Le AO-25-05, service professionnel pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de réfection sur la rue Saint-Bédis, le lot 2. Alors, considérant la nécessité d'obtenir le service professionnel pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux sur la rue Saint-Pédis, soit le lot 2, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à déposer un appel d'offres pour le contrat de service professionnel pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux sur la rue Saint-Pédis. On parle du lot 2. On parle ici des études de sol, des noms des firmes comme Englobe ou encore le laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup qu'on avait déjà eu ici, qui ont fait les mêmes analyses. Alors, encore là, il faut aller en appel d'offres, toujours dans le même créneau, dans les mêmes travaux qu'on a à faire. Alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition. Je vous remercie. Madame Anglard, ça va pour vous? Oui. Oui, M. Laplante également? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à déposer un appel d'offres pour le contrat de service professionnel pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux sur la rue Saint-Pédis. On parle du lot 2. Point 13, renouvellement de contrat d'entretien préventif du complexe sportif de Passepébiac. On parle de contrôle et mécanique du bâtiment. Alors, considérant que le contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique relative au complexe sportif conclu avec la société Contrôle AC Incorporée est arrivé à échéance le 30 avril 2025. Considérant que l'offre de renouvellement de la société Les Contrôles AC Incorporée transmis à la Ville le 6 mai 2025, il est proposé par et résolu à de renouveler le contrat d'entretien préventif avec la Société Contrôle AC Incorporée avec les mêmes termes et conditions que l'année dernière, avec une augmentation due au coût de la vie pour un montant de 9 850,60 $ par année, avant les taxes applicables, pour une durée de 3 ans fixe sans augmentation. D'autoriser M. Christian Bourg, directeur des sports et des activités récréatives, à signer tous les documents reliés au renouvellement du contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique du complexe sportif. En fait, c'est fait tous les ans. L'année passée, ça avait coûté autour de 8 600 $. J'arrondis pas mal. En tout cas, on a eu une légère augmentation qui est normale avec le coût de la vie. C'est un contrat pour les 3 prochaines années. Alors, ça doit être fait. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, ça va pour vous. Oui. Mme Anglard? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de renouveler le contrat d'entretien préventif avec la Société Contrôle AC Incorporée avec les mêmes termes et conditions que l'année dernière, avec une augmentation due au coût de la vie pour un montant de 9 550,60 $ par année avant les taxes applicables pour une durée de 3 ans fixe sans augmentation et d'autoriser M. Christian Bourg, le directeur des sports et des activités récréatives, à signer tous les documents reliés au renouvellement du contrat d'entretien préventif, contrôle et mécanique du complexe sportif. Cette dépense, elle est couverte par le budget d'opération 2025. Au point 14, demande de paiement final pour honoraires professionnels, études Assels et Lepage, avocats incorporés. Considérant que l'étude Assels et Lepage, avocats incorporés, a reçu un mandat de présenter la Ville de Passepébiac dans le dossier de la Convention collective des employés syndiqués. Considérant que la Ville a reçu la note d'honoraires professionnels pour les services rendus de l'étude Assels et Lepage, avocats incorporés, d'un montant de 16 866,26 $, taxes incluses, il a proposé par et résolu à d'autoriser un paiement via le service de la comptabilité au montant de 16 866,26 $, taxes incluses, dont la facture est le numéro 02654 à l'étude Assels et Lepage, avocats incorporés, afin de couvrir l'ensemble des honoraires professionnels pour services rendus dans ce dossier. Encore une fois, cette dépense elle est supportée par le budget d'opération. Alors, c'est simple à comprendre. On a finalisé la négociation avec les syndiqués, entente qui était due, je pense, depuis 2023 qu'elle se terminait. Alors, je félicite les gens qui ont contribué à ça. M. McNaughton, d'ailleurs, vous y avez participé. Ça a bien été fait dans l'ensemble et on a bien entendu pris l'expertise de l'étude d'Assels et Lepage, avocats incorporés. Alors, sur ça, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, M. McNaughton. Merci, Mme Anglard. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier?
Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser un paiement via le service de la comptabilité au montant de 16 866,26 taxes incluses, dont le numéro de facture est le 02 654 à l'étude Hassels et Lepage Avocats Incorporés, afin de couvrir l'ensemble des honoraires professionnels pour services rendus dans ce dossier. Cette dépense, elle est supportée par le budget d'opération 2025. Au point 15, règlement 2025-549 abrogeant le règlement 2010-337 concernant la prévention des incendies, l'adoption. Considérant que le Conseil prend en compte le règlement relatif de la prévention des incendies portant le numéro 2025-549, considérant que tous les membres du Conseil déclarent l'avoir reçu dans les délais impartis par la loi, l'avoir lu et renoncent conséquemment à sa lecture, considérant que le maire mentionne l'objet du règlement, sa portée ainsi que son application. Il est proposé par et résolu à d'adopter le règlement 2025-549 concernant la prévention des incendies, abrogeant le règlement 2010-337. En fait, on l'a consulté ensemble. Il y avait un petit point qu'on avait, c'était un petit peu plus laborieux dans ce dossier-là, mais qui était au niveau de l'application, de l'utilisation des pièces pyrotechniques. Fait que, je pense pour le bénéfice de tout le monde, on est allé plus dans le sens de la prévention qui est recommandée par le service incendie, à l'effet qu'il peut arriver des fois des complications, puis au lieu d'aller on est mieux d'aller à l'amont des coûts que derrière les coûts. Alors, on a pris la décision d'y aller de l'avant avec le règlement. Il paraissait un peu raide, si on veut, je peux m'exprimer ainsi, là, mais je pense qu'on a pensé sécurité avant tout. Fait qu'au niveau des pièces pyrotechniques, les gens qui ont des feux d'artifice, pour le bénéfice, faisons d'une autre, le règlement il est disponible sur le site Internet de la Ville, bien entendu. On a une limite avec les résidences, OK, qui est de 300 mètres. On parle de 100 mètres, pardon, on parle de 300 pieds environ. 30 mètres, 100 pieds. Je mets là avec les mètres et les pieds, je suis désolé. C'est 30 mètres, c'est 100 pieds d'une maison, OK? Des fois, on va se dire, oui, mais on en fait souvent, mais c'est un règlement. Le but de tout ça, c'est simplement sécuriser tout le monde. On ne sait jamais quand il peut arriver quelque chose. Alors, d'après moi, c'est une bonne décision d'aller dans le même sens que les services d'incendie de la région. Oui. Monsieur le maire, si vous me permettez. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, on est d'accord que l'interprétation à donner du règlement, la manière qui est écrite, c'est à l'intérieur de 30 mètres d'une maison, on doit demander un permis. Et oui. Au-delà de ça, le permis n'est pas nécessaire. Exactement. Parfait. C'est exactement ça. Monsieur le maire, je peux juste ajouter une petite information. Le 30 mètres ne sort pas de nulle part. Là, je veux dire, ça vient de quelque part. C'est la zone résidentielle qui est reconnue au niveau de la SOFFEU, au niveau de la protection des bâtiments et de ces structures. J'ai fait une lecture de documentation à ce niveau-là, puis c'est ce que j'ai pu comprendre. Excellent. Pour le bénéfice de tout le monde, c'est quand même assis sur quelque chose. Excellent. Alors, je vous remercie de vos commentaires. Alors, j'aurais besoin maintenant de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. En fait, la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglade également? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'adopter le règlement 2025-549 concernant la prévention des incendies, abrogeant ainsi le règlement 2010-337. Le point 16, règlement 2025-551 régissant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau sur les territoires de la ville de Passepébiac. C'est une avis de motion. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la lecture, s'il vous plaît. Bon, merci. Moi, Nancy Anglade, conseillère, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance sera soumis pour dépôt de projet le règlement 2025-551 régissant les compteurs d'eau sur le territoire de la ville de Passepébiac. Merci. Alors, je vais peut-être apporter une petite parenthèse dans cette avis de motion-là, parce que les compteurs d'eau, il faut comprendre qu'au moment où on se parle, ça va s'adresser plutôt aux entreprises. OK? Ce n'est pas nécessairement une obligation, mais c'est quand même une sensibilisation par rapport à l'utilisation de l'eau. En fait, au niveau de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, on nous recommande fortement d'aller de l'avant là-dedans, ce qui nous permet non seulement d'avoir une économie de notre eau potable, mais également de bénéficier d'un 20 de supplémentaire sur certaines subventions auxquelles on pourra avoir accès en venant le besoin de faire une réflexion quelconque dans notre réseau d'eau potable. Alors, ça s'adresse actuellement pour les commerces de la localité. Pour l'avenir, on verra, mais c'est un projet, bien entendu, qui dure sur plusieurs années. Alors, on n'est pas rendu là pour le moment. Oui. Si vous me permettez. Oui. Également, par rapport à la stratégie québécoise d'eau potable, peut-être que M. Langlois pourra me corriger si nécessaire, mais à partir du moment où on n'atteint pas certaines cibles d'économie d'eau potable, je crois qu'on est obligé, dans le domaine commercial, d'avoir ces compteurs d'eau-là.
Donc, ce n'est pas un choix qu'on a à faire au conseil, à savoir si, oui ou non, dans le secteur commercial, on installe des compteurs d'eau. Il faut qu'on le fasse. Et là, le règlement va servir à déterminer comment ça va être fait exactement. Fait qu'on a de la marge de manœuvre pour le comment exactement. Et aussi, il faut rappeler que installation de compteurs d'eau n'est pas synonyme de tarification de l'eau. Les compteurs d'eau peuvent également être utilisés seulement à des fins statistiques, puis peut-être pour orienter certaines interventions aussi. Non, on est vraiment, comme vous dites, on est vraiment pas rendu à une tarification, c'est vraiment pas là. Mais je pense qu'on arrive dans un moment où que la qualité de l'eau devient très importante, puis le contrôle de tout ça le devient également. Alors, sur cet avis de motion-là, ça nous mène maintenant au point 17, auquel on avait une motion, mais M. Laplante, je vais vous inviter parce que vous avez fait une demande pour une résolution. Oui, absolument. Alors, je vous invite à la lire, tout simplement. Donc, la résolution va comme suit, ce ne sera pas très long. Alors, mini-maison et logements accessoires, mandat au comité consultatif d'urbanisme. Considérant le règlement 2009-329 de la Ville de Passepébiac constituant un comité consultatif d'urbanisme, considérant que le comité consultatif d'urbanisme est chargé d'étudier toutes les questions relatives à l'aménagement et l'urbanisme que lui soumet le Conseil et de faire rapport au Conseil à cet effet dans les délais fixés par celui-ci, considérant que le Conseil peut adjoindre au comité, de façon ad hoc, d'autres personnes dont les services sont nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions, considérant que les études, recommandations et avis du comité consultatif d'urbanisme sont soumis au Conseil sous forme de rapport écrit, considérant la popularité croissante des mini-maisons, incluant un type de maison de jardin, ainsi que l'adoption de règlements par d'autres municipalités à cet effet, il est proposé par et résolu à, que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé d'étudier la réglementation d'urbanisme en vigueur encadrant les mini-maisons, incluant à titre de maisons de jardin, que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé d'étudier de potentiels changements aux règles d'urbanisme encadrant les mini-maisons, que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé de recommander, le cas échéant, un ensemble de modifications aux règles d'urbanisme relativement à l'encadrement des mini-maisons, que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme dans le cadre de ce mandat soient soumises au conseil municipal sous forme de rapport écrit et que tous les membres du conseil municipal soient invités à prendre part de façon ad hoc à toutes les réunions et délibérations du comité consultatif d'urbanisme dans le cadre de ce mandat. Alors, c'est excellent. Oui, oui. Peut-être juste donner quelques explications. Je sais que vous voulez ajouter quelque chose après, peut-être par rapport à un projet. Oui. Mais donc, c'est que, la question des mini-maisons est de plus en plus populaire et elle est de plus en plus populaire, notamment en tant que maison de jardin, c'est-à-dire des bâtiments accessoires qui sont installés derrière, par exemple, une résidence unifamiliale et qui, là, finalement, viennent compléter le lot et peuvent être utilisés soit pour la location ou peut-être pour héberger un membre de la famille. Bien évidemment, là, on a un règlement d'urbanisme qui l'interdit et le but de cette résolution-là, ce serait de réfléchir à comment l'autoriser exactement et si on devrait l'autoriser. Et donc, c'est ça, c'est quelque chose de plus détaillé. Ça peut demander des réflexions qui sont longues. D'autres villes l'ont fait également. À Carleton-sur-Mer, maintenant, c'est permis. Mais donc, c'est vraiment de définir si on doit le faire et quelles sont les règles qui devraient entourer tout ça. Alors, c'est un beau mandat, je pense. Je pense que ça pourrait permettre de moderniser nos règles d'urbanisme. Et au-delà de la question des maisons de jardin, peut-être aussi revoir la superficie minimale de construction des maisons à Passepébiac. Actuellement, je pense qu'au minimum, on doit construire, si on parle d'un bâtiment principal, là, quelque chose autour de 725 pieds carrés ou à peu près. Donc, peut-être réfléchir à réduire légèrement pour peut-être faciliter l'accès à la propriété et éventuellement, d'un autre côté, ça peut être bénéfique également, en amenant des revenus supplémentaires de taxes. Alors, c'est pour réfléchir à toutes ces questions-là. Simple mandat d'études. Et donc, je recommande chaudement de l'adopter. Et étant donné que c'est une question importante, la résolution prévoit que tous les membres du Conseil pourraient participer à ces discussions-là avec le comité consultatif d'urbanisme, comme le prévoit le règlement sur le CCU. Et justement, ça arrive à point parce qu'on a justement un projet qui nous a été proposé il y a quelques semaines. On a rencontré un promoteur intéressé justement à faire un développement avec des maisons qui ne rejoignent pas nécessairement le cadre actuel. Alors, c'est vraiment un bon moment pour le faire. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, je suppose, pour en faire la proposition, M. Laplante. Je propose avec joie. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Mme Englehart? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui.
Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé d'étudier la réglementation d'urbanisme en vigueur encadrant les mini-maisons, incluant à titre de maisons de jardin, que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé d'étudier le potentiel changement aux règles d'urbanisme encadrant les mini-maisons, que le comité consultatif d'urbanisme soit chargé de recommander, le cas échéant, un ensemble de modifications aux règles d'urbanisme relativement à l'encadrement des mini-maisons, que les recommandations du comité consultatif d'urbanisme dans le cadre de ce mandat soient soumises au conseil municipal sous forme de rapport écrit et que tous les membres du conseil municipal soient invités à prendre part de façon ad hoc à toutes les réunions de délibération du comité consultatif d'urbanisme dans le cadre de ce mandat. Je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant au point 18, qui est l'achat en commun 2025 de la MRC de Bonaventure. Considérant que la MRC de Bonaventure a transmis aux municipalités et villes concernées l'information reliée aux achats en commun 2025, considérant la participation de la Ville de Passepébiac aux achats en commun 2025, considérant les soumissions auprès de 3 fournisseurs pour le traçage de lignes de rue, dont il y a eu Multiligne de l'Est pour 224,43 par kilomètre avant taxe, Permaligne pour 295,71 par kilomètre avant taxe également, ligne Masca pour 525 du kilomètre avant taxe. Alors, considérant que la MRC de Bonaventure a retenu la soumission la plus basse, soit celle de Multiligne de l'Est, la portion de la soumission pour le segment concernant la Ville de Passepébiac est d'un montant de 9 291,26 avant taxe, détaillé comme suit. Alors, les rues et les avenues. Pour le traçage, il y aura la rue du Banc, la rue du Banc de Pêche, de la 132 jusqu'à l'avenue du Quai. On parle de 0,8 km de la ligne jaune et 1,6 km de ligne blanche. Quand je parle de lignage, ici, on parle toujours des les deux lignes blanches et la ligne centrale. On parle de la rue Saint-Pédis, de la 4e avenue à la 5e avenue. On parle de 0,7 km de ligne jaune, 1,4 km de ligne blanche. On parle de la rue Saint-Pédis, de la 6e avenue à la 7e avenue. 1,3 km, on parle encore de la ligne centrale, et 2,6 km de ligne blanche. La 3e avenue ouest et de Saint-Pédis à la rue D. Et là, on va dans les avenues. À la rue D, c'est 1 km de ligne jaune et 2 km de ligne blanche. La 4e avenue ouest de Chappadeau et de la rue D, on parle de 1,9 km de ligne jaune, 3,8 km de ligne blanche. Vous comprendrez, c'est toujours le double. Et la 5e avenue ouest de la rue Chappadeau et la rue D, 2,2 km pour 4,4 km de ligne blanche. 6e avenue ouest Saint-Jacques à la rue Scott, 3,2 km pour 6,4 km de ligne blanche. Et la 7e avenue ouest de la rue Saint-Jacques jusqu'à la rue D, c'est 2,7 km de ligne jaune et 5,4 km de ligne blanche. Alors, considérant que cette résolution viendra officialiser la demande de la Ville de Passepébiac, soit celle pour le traçage de lignes avec démarcation routière sur un tronçon de rue d'environ 13,8 km sur son territoire. Il est donc proposé par résolu A de retenir la soumission de Multiligne de l'Est pour 13,8 km de ligne simple jaune au centre de la chaussée et de 27,6 km de ligne blanche en bordure totalisant 9 291,26 avant taxe, et d'autoriser la direction générale à procéder à l'achat en commun proposé par la MRC de Bonaventure. Cette dépense, elle est supportée par les opérations 2025 de la voirie. Alors, c'est pas compliqué à comprendre. On fait beaucoup d'avenues cette année. Puis, il y avait beaucoup de kilométrage, mais en tout cas, on fait beaucoup d'avenues. Puis, c'est l'entente qu'on a avec la MRC qui nous permet d'aller chercher les prix, bien entendu, les plus bas. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. On ferait la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Mme Manglart aussi? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de retenir la soumission de Multiligne de l'Est pour 13,8 km de ligne simple jaune au centre de la chaussée et de 27,6 km de ligne blanche en bordure totalisant 9 291,26 avant taxe, et d'autoriser la direction générale à procéder à l'achat en commun qui est proposé par la MRC de Bonaventure. Cette dépense est bien supportée par les opérations 2025 de la voirie. En point 19, offre de services, entretien et réparation de Bonnefontaine. Considérant le rapport d'inspection et d'analyse de Bonnefontaine et vannes d'isolement effectué, reçu à la Ville en septembre 2024 par le groupe Nordico. C'est en lien avec la résolution 2024-10-298, considérant les recommandations des priorités effectuées sur les dites Bonnefontaine, considérant qu'un appel d'offres a été lancé afin d'obtenir des soumissions par des professionnels qualifiés, dont une a été retenue de la firme Hydraspec sous le numéro O-32-265-01.
Considérant qu'après l'analyse de la dite offre, celle-ci a été jugée adaptée à nos besoins. Alors, il est proposé par et résolu A de retenir l'offre de la firme Hydraspec sur le numéro O-32-265-01 et d'autoriser une dépense de 24 960 $ avant taxe. Cette dépense a été supportée par le budget d'opération. Ça, c'est un projet sur plusieurs échéances sur une période de 3 ans. On en a jasé, on en a discuté. Vous savez qu'il y a le réseau de nos bornes fontaines, tantôt M. le spécifiait, il y a beaucoup de réflexions à faire, il y a des priorités là-dedans. Il y en a donc qui ont déjà été ciblées pour être prioritaires, dont celle-ci. Dont j'espère celle qu'on mentionnait tout à l'heure. Et le cas actuel va répondre aux bornes fontaines les plus importantes à régler, pour permettre, bien entendu, si jamais le cas échéant, qu'il y avait un problème, qu'on puisse avoir l'instrumentation qui fonctionne normalement. Cette firme-là est spécialisée pour le faire et on a besoin justement de cette firme-là parce qu'il y a des états de bornes fontaines qui sont quand même assez maganés. Alors, il faudrait y voir le plus rapidement possible, ils vont commencer prochainement. Alors, je pense que j'ai fait pas mal le tour. On a 242 bornes fontaines sur le territoire de Passepébiac. Il y en a près ou même, je pense, la moitié qui va être dû à une réparation et une mise à niveau. Alors, on n'a pas le choix de procéder. Encore là, c'est une question de sécurité. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous également? Oui. Madame Anglaert aussi? Oui. Oui, Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité de retenir l'offre de la firme Hydraspec sous le numéro 0-32-265-01 et d'autoriser une dépense de 24 960 $ avant taxe. Cette dépense, elle est supportée par le budget d'opération. Au point 20, autorisation de dépenses pour l'inscription au congrès de la FQM en 2025. Attendu que du 25 au 27 septembre 2025, le Centre des congrès de Québec accueillera le congrès 2025 de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, réunissant plus de 2000 participants. Attendu que cet événement est un rendez-vous incontournable du monde municipal, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général de la Ville de Passepébiac à procéder à l'inscription de 2 membres du Conseil au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2025. D'autoriser une dépense approximative de 6 400 $ pour les 2 élus. Considérant les montants maximums suivants s'appliquent, un repas déjeuner est à 15 $, un dîner est à 20 $, un souper est à 25 $, une collation à 10 $. L'hébergement sur réception de la facture, un coucher, c'est 100 $ sans facture. D'autoriser, en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le paiement d'une allocation de 54,5 sous du kilomètre parcouru, laquelle est majorée de 10 sous par kilomètre quand le membre du conseil transporte avec elle ou lui d'autres élus municipaux. Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02 11 000 310 frais de déplacement du budget de la Ville. Alors, vous comprendrez, l'année passée, on ne l'avait pas. C'est un rassemblement, c'est sûr et certain que ça a lieu, on en avait discuté avant la période électorale, mais il y a quand même 2000 personnes qui participent. Ça se peut qu'il y a des gens d'entre vous qui seraient intéressés d'y aller. Au moins, le règlement est là. Si on n'y va pas, on n'y va pas. On y va, au moins, on a le règlement qui est établi, alors on ne se barre pas les pieds, autrement dit. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, sinon j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettrez? Oui. Alors, tout d'abord, je tiens à souligner positivement le fait qu'on ait, disons, une meilleure procédure que l'an passé pour procéder à l'inscription. Alors, je pense que c'est un effort notable. Peut-être juste 2 choses que j'aimerais mentionner. Ce sera important de s'assurer que si les élus participent bel et bien, qu'on procède par remboursement après coup et non par avance de fonds. Alors, c'est une exigence de la loi, ça serait important. Pour le reste, il y aurait peut-être des petits éléments, mais c'est des pattes de mouche, donc je n'embarquerai pas là-dedans. Par contre, je vois que le texte mentionne une dépense approximative de 6 400 $ pour 2 élus, et élus est au féminin. Donc, je me demande si des élus autour de la table ont déjà mentionné leur intérêt. Peut-être. Si oui, j'aimerais savoir qui. Et en fait, parce que du 25 au 27 septembre 2025, on va être en période électorale. La campagne électorale municipale débute le 19 septembre, donc c'est le début de la campagne, le début des mises en candidature. Alors, on sait qu'on va être en pleine période électorale à ce moment-là. Personnellement, je ne pense pas que c'est un moment approprié pour aller à un congrès. Je pense que il y a toujours un risque que les personnes ne soient pas réélues, donc ça peut être de l'argent de formation gaspillé à cet élément-là. Mais sur le plan strictement personnel, en tant qu'élu, même si j'étais intéressé à m'inscrire à cette formation-là,
En période électorale, ma priorité serait davantage d'aller à la rencontre des gens, de faire du porte-à-porte, ce genre de choses-là. Mais donc, qu'importe. Moi, mon questionnement, c'est les élus qui souhaitent participer, le cas échéant, à cette formation-là, est-ce que c'est prévu qu'elles se représentent aux élections? Parce que ce serait le minimum que les personnes qui participent bel et bien à cette formation-là se représentent aux élections, sinon la formation ne sert à rien. Alors, je pense qu'il faudrait avoir la réponse de la part des élus visés avant de s'inscrire à la formation. Pour moi, ça, c'est capital. Et j'aimerais aussi entendre ces élus-là sur ce qui les intéresse à ce congrès-là. Et s'ils ont participé... Si elles ont participé l'année passée, qu'est-ce qu'elles ont tiré de bénéfique de cette formation-là et qu'est-ce qu'elles pensent pouvoir tirer de bénéfique cette année? Alors, moi, avant de voter, j'aimerais avoir les réponses à ces questions-là pour prendre une décision éclairée. Je ne sais pas si c'est... je peux comprendre votre opinion sur l'aspect personnel. Je ne veux pas m'engager dans quelque chose, puis je ne veux pas imposer quoi que ce soit à personne, parce qu'en fin de compte, le règlement il est fait les deux élus au pluriel. C'est peut-être plus une erreur de frappe. Là, je pense que... En tout cas, c'est laissé à votre discussion, mais moi, j'ai repris... Si on passe cette résolution-là, c'est qu'il doit bel et bien avoir des élus intéressés. Et dans ce cas-là, moi, je pense que les élus intéressés devraient être en mesure, à ce moment-ci, de manifester leur intérêt. Je propose... Oui, on prévoit quand même le coût, vu qu'il y a quand même 2000 personnes qui... J'ai proposé, M. le maire. Bon, ben alors, j'ai une proposition, je suis désolé. Est-ce que vous me permettez 15 secondes? Sans avoir de réponse à mes questions, je ne me sens pas à l'aise de voter en faveur de cette résolution-là. Moi, je pense que c'est important d'avoir les réponses avant de voter, parce que sinon, la décision n'est pas éclairée. Mais on peut voter sur la proposition de ma collègue, mais je ne serai pas en mesure de donner mon appui dans ces circonstances. Je comprends, je suis désolé, je ne m'attendais pas, mais j'ai une proposition, alors je dois aller avec la proposition. Alors, il est proposé par résoluable, bien entendu, d'autorité directeur général, comme je vous l'ai lu. Alors, Mme Marie-André Côté en fait la proposition. M. McDanton, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec le propos de M. Laplante, donc je refuse. D'accord. Mme Anglade, vous êtes d'accord? Oui, en accord. D'accord. Mme Langlois? M. Laplante, pardon. Contre. OK. Et Mme Langlois? Pour. M. Grenier? En accord aussi. D'accord, je vous remercie. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à la majorité d'autoriser le directeur général de la Ville de Passepébiac à procéder à l'inscription de 2 membres du Conseil au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2025. D'autoriser une dépense approximative de 6 400 $ pour 2 élus, considérant que les montants maximums suivants s'appliquent. Un repas, déjeuner 15 $, dîner 20 $, souper 25 $ et la collation 10 $. L'hébergement sur réception de la facture ou sinon le coucher 100 $ sans facture. D'autoriser le cas, en cas d'utilisation d'un véhicule personnel, le paiement d'une allocation de 54,5 sous du kilomètre parcouru, laquelle est majorée de 10 sous du kilomètre. Le membre du conseil transporte avec elle ou lui d'autres élus municipaux. Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02 11 000 310, frais de déplacement du budget de la Ville. Le point 21, ouverture de postes sur appel interne-externe préposés à la billetterie du bar et cantine du centre culturel. Pardon. Attendu que le nombre de personnes sur appel est insuffisant pour combler les plages horaires des activités, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur de la culture à procéder à l'affichage interne et externe des postes sur appel de préposés à la billetterie, au bar et à la cantine du centre culturel. Alors, facile à comprendre, on a besoin bien entendu de plusieurs gens sur appel. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McDanton, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur de la culture à procéder à l'affichage interne et externe de postes sur appel de préposés à la billetterie, au bar et à la cantine du centre culturel. Le point 22. Alors, le point 22, on l'avait reporté. Suite à l'adoption de l'ordre du jour, ce qui va nous amener maintenant au point 23. Le point 23, qui est la demande de dérogation mineure de l'immeuble situé au 110 rue Lemoy, la hauteur du bâtiment accessoire. Alors, considérant que Mme Nathalie Cyr a présenté une demande de dérogation mineure au sens des articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, du règlement de zonage 2009-325 de la Ville de Passepébiac, concernant l'immeuble situé au 110 de la rue Lemoy à Passepébiac. Considérant que cette demande a pour effet de rendre réputée conforme la construction d'un bâtiment accessoire de 6,1 mètres de hauteur et de ce fait excédant celle de la maison de 1,22 mètres, alors que l'article 74 du règlement 2009-325 de zonage
stipule que la hauteur maximale d'un garage isolé ne pourra excéder celle du bâtiment principal dans les zones à dominance résidentielle. Pardon. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, s'est réuni le 25 avril 2025 et après analyse de la demande, il a été résolu à l'unanimité que le dit comité recommande au conseil municipal d'accepter la demande telle que présentée, soit d'autoriser la construction du bâtiment accessoire. Considérant que cette demande a été soumise à la consultation des citoyens lors d'un avis publié le 25 avril 2025, considérant qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette demande à la date butoir, en conséquence, il est proposé par et résolu à de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et à la demande de dérogation mineure de Mme Nathalie Cyr. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition si vous n'avez rien à ajouter. Oui, allez-y. Je propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, pour vous savoir aussi. Oui. Mme Anglehart. Oui. Oui, Monsieur Laplante. Oui. Mme Côté. Oui. Et Monsieur Grenier. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de suivre la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de suivre la demande de dérogation mineure de Mme Nathalie Cyr. 24, entente de don avec le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Considérant qu'une entente de don est intervenue entre le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac et la Ville sur le numéro de résolution 2021-04-113 pour une période de 5 ans. Considérant qu'un dernier versement doit être émis de 3 480 $ afin d'honorer la dite entente en vigueur pour 2025, il est proposé par et résolu à d'autoriser la direction générale à émettre via le service de la comptabilité un montant de 3 480 $ pour un dernier don en 2025, et ce pour le compte du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Alors, c'est une entente qui avait été faite en avril 2021 pour 5 ans. Alors, ils sont rendus à échéance. Alors, on va respecter cette entente-là et émettre tout simplement le montant de 3 480 $ au Club des 50 ans. Alors, je ne sais pas si vous avez des interrogations, des interventions. Sinon, j'aimerais quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vous remercie, Madame, Monsieur Grenier. Monsieur McNaughton, pour vous, ça va aussi? Oui. Madame Anglehart? Oui. Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'autoriser la direction générale à émettre via le service de la comptabilité un montant de 3 480 $ pour un dernier don en 2025, et ce, pour le compte du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac. Au point 25, on est rendu au don. Le premier don, qui est le Club Lion de Passepébiac, qui est l'initiation à la pêche en herbe pour une 4e année. Alors, considérant que la demande d'aide financière émanant du Club Lion de Passepébiac pour leur activité d'initiation à la pêche qui se tiendra les 8 et 9 juin prochains, il est proposé par et résolu à des conseillers présents d'octroyer un don de 100 $ au Club Lion de Passepébiac afin de les soutenir dans cette initiative. Cette dépense, bien entendu, supportée par le comité des dons. Alors, je vais quand même ouvrir une parenthèse parce que le Club Lion, on recevait cette petite-là d'un monsieur qui est décédé dernièrement, M. Roger Hort. Alors, je pense qu'au nom du conseil municipal, des gens de la ville, les gens qui assistent ici ce soir, on offre, bien entendu, nos condoléances les plus sincères à sa famille. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, pour vous, ça va? Oui. Mme Anglehart? Oui. M. Laplante? Oui, et Madame... mes condoléances à la famille de M. Hort. Je vous remercie. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'octroyer un don de 100 $ au Club Lion de Passepébiac afin de les soutenir dans cette belle initiative. Cette dépense, elle est supportée par le comité des dons. Le deuxième don, au point B, projet motivation et persévérance et gala des masques 2024-2025. Considérant la demande de financement émanant de Mme Nathalie Lavigne, directrice de l'École polyvalente de Passepébiac pour le gala des masques 2024-2025, qui se tiendra le mercredi 11 juin prochain à la salle Wilfrid Joseph à l'École polyvalente de Passepébiac. Considérant que la participation de la Ville de Passepébiac aide à supporter et encourager les élèves à accroître leur engagement et ainsi cultiver la réussite scolaire chez notre relève gaspésienne, il est proposé par et résolu à d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution totale de 200 $, soit 2 chèques de 100 $ pour leur projet Motivation et Persévérance, ainsi qu'à leur soirée Gala des masques 2024-2025. Cette dépense est supportée par le comité des dons. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Anglehart aussi? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui.
Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution totale de 200 $, soit 2 chèques de 100 $ pour leur projet Motivation et Persévérance, ainsi qu'à leur soirée Gala des masques 2024-2025. Cette dépense est supportée par le comité des dons. Le dernier don, on sait, demande de financement pour la gratuité d'un espace au centre culturel dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat, l'événement du 29 mai 2025. Considérant la demande émanant d'étudiants en entrepreneuriat de l'École polyvalente de Passepébiac dans le cadre d'un cours d'entrepreneuriat qui aura lieu le 29 mai prochain. Considérant cette demande vise à offrir un espace gratuit au centre culturel de Passepébiac pour 2 heures afin d'accueillir le public et les participants dans un cadre accessible et stimulant. Considérant que cette location équivaut à 150 $ de frais, moins 30 %, ce qui revient à une aide financière de 105 $. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur de la Culture à louer les espaces requis au centre culturel pour la tenue de cet événement, et ce sans frais. Par cette résolution, le Conseil désire féliciter cette jeune relève de l'École polyvalente de Passepébiac. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Oui, Mme Englehart? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur de la Culture à louer les espaces requis au centre culturel pour la tenue de cet événement, et ce sans frais. Et par cette résolution, le Conseil désire féliciter cette jeune relève de l'École polyvalente de Passepébiac. On est rendu au point 26, rapport des membres des conseillers. M. McNaughton, je vous invite à nous faire part de certaines informations. Bonsoir à tous. Après quelques semaines, même quelques mois d'absence pour des raisons personnelles et professionnelles, me voilà de retour. Malgré tout, j'ai participé à des rencontres pour la négociation de contrat de travail directeur général. On va terminer dans quelques jours, reporté la semaine prochaine, comme on l'a vu plus tôt. De plus, comme information que je peux vous donner, c'est qu'on a des volets de formation qui sont offerts à l'ensemble du personnel de différents secteurs. On parle de secouristes en milieu de travail, signalisation de travaux routiers, signaleurs routiers, espace clos, puis les bonnes. Ça va être tout pour moi ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. McNaughton. Mme Englehart, s'il vous plaît. Bonsoir à vous tous. Pour mon rapport ce mois-ci, moi j'ai participé à toutes les rencontres avec mes collègues. J'ai aussi participé à une rencontre du comité consultatif d'urbanisme. J'ai aussi coopéré en tant que bénévole au souper bénéfice du site historique, qui fut un franc succès. Chapeau à M. Rémy Wittom pour l'excellence de son repas. J'ai aussi assisté au prix excellent Loisirs et Sports organisé par l'URLS. Félicitations à tous les récipiendaires, dont notre collègue Marie-André Côté. Du côté des travaux publics, la direction, administration sont à faire la projection financière du contrat Ségère. Il y a aussi l'étude environnementale pour les ponceaux qui est entamée. On sait déjà que ce seront des arches en béton. Les enveloppes par SEAO seront ouvertes le 20 mai à 11 h à l'Hôtel de Ville. Pour ce qui est de la Briacelle, une étude de caractérisation écologique doit être obligatoirement faite au cours de l'été. J'ai aussi collaboré avec mon collègue M. McNaughton, M. Loisel, au comité de négociation du contrat de travail du directeur général. Un règlement sur les compteurs d'eau devra être adopté. On fait ça dans l'optique d'atteindre le plus de subventions. Donc, cette année, ce sera 47 compteurs qui seront installés dans les industries, institutions et commerces. Et peut-être l'an prochain, une soixantaine de résidences seront soumises à l'exercice sur une base volontaire. Du côté du centre culturel, on vous invite toujours au jeudi 5 à 7, en attendant nos barman d'un soir pour nos organismes locaux. Merci à vous tous. Alors, merci, Mme Englehart. M. Laplante, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un gros rapport, mais je pense que ça va valoir la peine parce que je vais traiter de plusieurs sujets importants pour notre ville. Je vous invite donc à m'écouter jusqu'à la fin. Alors, je vais parler du banc de pêche, du budget participatif, de la 4e avenue, de nos ados, du vandalisme, de la régie interne du conseil, de la sécurité routière et de logement. Donc, belle liste de sujets. Tout d'abord, je vais glisser quelques mots sur le parc du banc de pêche. Alors, vous le savez, la semaine dernière,
Plusieurs parents se sont plaints de la sécurité du parc sur les médias sociaux, et avec raison. L'endroit est complètement désuet, et ça, depuis plusieurs années. On sait qu'il y a des enfants, de temps à autre, qui s'y blessent de façon mineure. C'est inacceptable, tout simplement, et je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Rapidement, c'est une histoire qui a décollé au fil des événements. Après avoir questionné les citoyens, moi, j'ai pris position en faveur de la fermeture temporaire du parc d'ici à l'installation de nouveaux jeux et au démantèlement partiel des jeux existants. Ensuite, TVA a interrogé des parents, j'ai donné mon opinion et il y a eu un reportage sur le sujet. Je pense qu'on doit être honnête, c'est un reportage qui n'est peut-être pas très flatteur pour notre ville, mais je pense qu'il faut regarder la vérité et reconnaître aussi que ce qui traîne se salit, bien malheureusement. Et dans le contexte où TVA allait faire un reportage de toute façon sur le sujet à partir du moment où des citoyens s'étaient plaints sur les médias sociaux, je pense avoir bien agi en tant qu'élu en proposant une piste de solution immédiate, c'est-à-dire, à savoir, fermer temporairement le parc et démanteler les jeux existants en tout ou en partie. La partie gênante dans tout ça, à mon avis, c'était le silence radio qu'il y a eu de la part de la Ville de façon officielle sur le sujet. Parce qu'on est en 2025, et en 2025, pour communiquer efficacement un message, c'est essentiel de réagir le plus rapidement possible aux événements. Et ce manque de réaction officielle rapide et le refus de répondre aux journalistes, à ce qui a davantage nuit peut-être à notre image, selon moi, et aussi l'absence de résultats concrets dans le dossier qui s'accumule depuis des années et des années et des années, alors que ça aurait dû être fait il y a bien longtemps. Mais qu'importe, l'important c'est que la Ville a finalement agi. Et donc, dès le lendemain du reportage, la Ville a annoncé le démantèlement à venir de 5 modules de jeu, et le module où un enfant s'est blessé a été fermé, donc il y a du ruban jaune qui a été mis alentour. Puis, on a montré des photos du nouveau jeu qui sera installé prochainement. C'est un vote unanime du Conseil qui a permis l'achat de ce module de jeu-là l'an passé. En fait, l'automne passé, je pense que ce sera une belle réussite collective. À mon avis, c'est une solution satisfaisante à court terme que de démanteler une partie des jeux. Et je pense qu'il n'y aurait pas eu d'action aussi rapide sans toute la lumière qui a été mise sur le dossier. Donc, au final, le dénouement, il est très positif. Quand on soulève un problème en public et qu'on propose des solutions, ça met de la pression et ça finit par fonctionner. De mon côté, je vais faire un suivi. Si d'autres jeux ont besoin d'être démantelés cette année, je n'hésiterai pas à le réclamer à l'avenir. Et aussi, une opinion personnelle, je pense que l'an prochain, tous les modules de jeux devront avoir été démantelés et remplacés par des modules neufs, là, donc les modules de bois. Là, je pense qu'il y a un consensus assez large dans la Ville à l'effet que c'est un peu trop vieux, qu'il n'y a plus grand-chose à faire avec ça. Maintenant, malgré le dénouement positif, je tiens malgré tout à dénoncer le fait que dans son communiqué, la Ville s'est entêtée à défendre l'achat de son bloc sanitaire auto-nettoyant suite à des critiques des citoyens récentes. D'abord, je pense qu'il faut reconnaître que c'était une mauvaise idée qui se défend tout simplement pas. Ensuite, il y a quelque chose un peu dérangeant dans le fait que la Ville fasse de la désinformation en affirmant que le bloc sanitaire a été subventionné à 90 %, alors que c'est totalement faux. On parle d'à peine 60 % de subvention. Et c'est pas vrai non plus que le 100 000 $ du Fonds Région et Ruralité de la MRC était une enveloppe réservée pour une toilette intelligente. Hein, on aurait pu le demander pour autre chose, comme les jeux. Mais le Conseil a pris une mauvaise décision. Donc, après cette décision-là, l'argent, obligatoirement, évidemment, devait aller dans la toilette intelligente. Mais, donc, c'est ça. Il y a eu une mauvaise décision. Point final. Tout ça pour dire que, comme élu, je n'ai pas du tout apprécié que la Ville se permette de faire de la désinformation dans un communiqué officiel et un peu de se moquer même de l'intelligence des citoyens. Alors moi, ça m'a quand même dérangé. Et je tiens à dire que je ne cautionne pas cette partie-là du communiqué de presse qui a été transmis. Et en fait, la vérité, c'est que si le Conseil avait bien joué ses cartes avec ses investissements en immobilisation et sa planification stratégique, le parc du banc de pêche aurait déjà été presque complètement ou complètement rénové et terminé pour cet été, à mon avis. Donc, on n'en parlerait même pas. Il faut avouer qu'il y a eu des mauvaises décisions. Ce n'est pas nécessairement juste le bloc sanitaire. Ça a eu un impact dans la vie réelle et les citoyens sont en plein droit de critiquer la gestion qui a été faite, qui fait en sorte qu'on est en retard aujourd'hui. C'est plate,
C'est vraiment plate, mais en politique, on est responsable de nos actions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Et je pense que quand on fait une erreur, vaut mieux l'admettre. Maintenant, toujours pour parler du parc du banc de pêche, je souhaite faire un suivi sur le budget participatif. Vous savez, au dernier budget, le Conseil avait annoncé un merveilleux budget participatif de 50 000 $ pour l'année 2025, là, probablement autour de l'été. Le vote avait été unanime et encore là, on se dirigeait vers une belle réussite commune pour notre mandat. Malheureusement, on est déjà à la mi-mai et je constate que même si les orientations, les informations, les discussions nécessaires ont eu lieu, ont été données, il y a longtemps de ça déjà, le projet n'a pas encore vraiment avancé du côté de l'administration municipale, à un tel point où je crois qu'il faut aujourd'hui être réaliste et reconnaître qu'à moins d'un miracle, il n'y aura pas de budget participatif à Passepébiac en 2025. C'est triste, mais c'est la réalité, je crois. Et encore une fois, je trouve ça dommage parce que c'est un beau projet, mais qui a passé en dernier dans la liste des priorités. Je comprends qu'il y a des échéanciers qui sont serrés, je comprends qu'il y a bien des choses à faire, mais la réalité aussi, c'est que si le Conseil avait donné son OK pour aller de l'avant, aller dans cette direction à l'automne 2023, à la place de dire non à ma proposition à l'époque, parce que j'avais fait cette proposition-là au budget 2024 qu'on a voté en décembre 2023, mais je pense sincèrement qu'on aurait eu un budget participatif pour de vrai cette année ou plus tard, parce que là, on aurait eu le temps nécessaire pour le faire, mais donc ça a été pris trop tard, visiblement. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut reconnaître que, comme élu, il y a une responsabilité à porter de l'avancement des projets. Chaque décision a une conséquence et le timing des décisions également a des conséquences. Et c'est ce qui fait le tour pour le parc de pêche. Pour le reste de mon rapport, je souhaite vous parler de quelques sujets en rafale, mais avant ça, je tiens à souligner que j'ai recommencé à participer aux réunions de travail. Ça se passe plutôt bien. Et au final, c'est un peu drôle, là, mais j'aurais manqué seulement une seule rencontre pendant tout ce temps-là. Et cette seule rencontre-là m'aura permis de faire passer mon message sur le respect et la civilité entre les élus, et j'en suis bien heureux. Alors, le premier sujet, je faisais allusion tantôt, c'est la 4e avenue Ouest. Alors, vous savez, nos routes ne sont pas dans un très bel état. Tantôt, on parlait également de la route du camping. Je suis d'accord, il faut faire quelque chose là, à cet endroit aussi. Mais, il n'y a pas juste la 4e et cette rue-là qui crie pour de l'amour. Mais, vous savez que comme ça coûte très cher et que le budget est limité, il faut faire des choix. Alors, évidemment, j'imagine qu'on aurait des discussions éventuellement là-dessus, mais potentiellement que la route du camping fera partie des choix. Mais la 4e avenue Ouest est en très, très mauvais état aussi, et je pense que c'est une rue qu'on devra prioriser. Et selon moi, dans l'ordre, il faudra que la Ville réponde à 3 questions publiquement. La première question, c'est d'abord, est-ce que la 4e avenue Ouest a un espoir raisonnable de se qualifier dans un programme de subvention dans les 2 prochaines années environ? Si la réponse est oui, parfaite, alors qu'on le dise, qu'on mise là-dessus et qu'on attende pour la subvention, ce serait raisonnable d'y aller comme ça. Mais si la réponse est non, et c'est probable que ce soit non, là, parce que les avenues, c'est pas toujours facile d'avoir du financement pour ça, ça veut dire que la Ville, éventuellement, va devoir agir d'elle-même. Et par ses propres moyens, parce que la route est en très, très mauvais état. Alors, il y a 2 questions de plus que, selon moi, on doit répondre. Alors, c'est est-ce que la Ville a l'intention de faire l'asphalte à ses frais, au moins sur le coin, là, la partie près du camping, de la rue D qui est vraiment maganée? Et si oui, quand? Et l'autre question, c'est si la Ville ne compte pas faire l'asphalte, est-ce qu'elle pourra au moins enlever l'asphalte à cet endroit-là, qui est vraiment problématique, mettre de la gravelle et après ça passer le grédeur, pour que ça redevienne un peu plus carrossable d'ici à ce que de l'asphalte là soit faite peut-être dans les prochaines années? Je pense que c'est une simple question de respect pour les citoyens de Passepébiac, mais pour les citoyens du secteur particulièrement et pour les villégiateurs là, qui vont au camping à proximité, que de donner un échéancier et des explications rapidement. Alors, si on n'a pas les moyens financiers de le faire à court terme, puis si on a un autre plan de match, je pense que c'est important qu'on communique ça aux gens, parce qu'on se fait poser énormément de questions, et ces questions-là méritent sincèrement une réponse. Je sais qu'on a demandé des soumissions l'an passé, ça n'a pas été rendu public, mais en gros, là, c'était cher, et je pense qu'on devrait réfléchir à retourner en soumission pour se faire une nouvelle idée, voir si les prix ont évolué, et après ça, répondre à ces 3 questions-là que j'ai nommées publiquement par la suite. Maintenant, un autre sujet en rafale, je vais aller plus court cette fois-ci, c'est qu'il a été souligné des problèmes de vandalisme. Et je pense que le vandalisme, on doit absolument le dénoncer, c'est pas correct. Puis vraiment, les personnes qui ont fait ça méritent d'avoir des conséquences, d'avoir une discussion entre eux et leurs parents au minimum.
Maintenant, nous, en tant qu'élus, les questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le vandalisme? Et moi, je pense qu'on a deux pistes de réflexion qu'on peut utiliser pour prévenir le vandalisme. La première, c'est tout simplement d'offrir à l'avenir des endroits où les jeunes vont pouvoir aller s'amuser de façon sécuritaire, de façon ordonnée, notamment pour faire du vélo. Et comme ça, ils vont peut-être être moins encouragés à aller faire du vélo à côté du centre culturel et de l'hôtel de ville s'il y a un endroit dédié pour le faire. Ça, je pense, c'est la première des choses. Nos ados ont besoin d'activités, peut aider à prévenir. Et ensuite, on sait qu'il y a des récalcitrants quand même. On sait que bon, il y a plusieurs biens de la ville. C'est pas juste cet endroit-là parfois qui se font briser. Est-ce que ça pourrait être pertinent à certains endroits stratégiques d'installer des caméras? Il y a plusieurs citoyens qui m'en font part parfois. Alors, je soumets l'idée, puis si vous avez des commentaires là-dessus, je serais très intéressé à connaître votre opinion sur cette question-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, peut-être, d'installer des caméras aux endroits les plus problématiques? Je ne dis pas d'en mettre partout, là, mais aux endroits peut-être où plus de problèmes. Ensuite, bien, ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir aux affaires nouvelles après. J'aurai un dépôt d'avis de motion pour les règles de régime interne du Conseil. Je vais en revenir plus en détail dans les mois à venir là-dessus, mais l'avis de motion, si vous l'écoutez, va vous donner pas mal les grandes orientations que je veux prendre pour ça. C'est de, si on veut, moderniser, clarifier les règles de fonctionnement du Conseil, aussi les rendre plus démocratiques, notamment pour la période des questions, puis l'ordre du jour, comment on fonctionne. Ce genre de choses-là, aussi des règles pour le respect de la civilité. Il y a une longue liste également, donc je vous réfère à l'avis de motion. Quatrième sujet, sécurité routière. J'ai des parents, beaucoup, ce temps-ci de l'année, qui m'interpellent, qui m'avaient interpellé aussi l'an passé. Il y a des endroits dans la ville où on a des enjeux de sécurité routière, où on devrait sérieusement réfléchir à mettre des pancartes, de la signalisation, peut-être à certains endroits, si les citoyens du secteur sont d'accord, peut-être des dos d'âme. Il y a des demandes en matière de sécurité routière qu'on devrait analyser et donner des réponses. On s'était positionné en faveur d'un comité de sécurité routière. Je pense que cette idée-là devrait être relancée et qu'on devrait avoir un comité pour traiter ces demandes-là puis donner des réponses plutôt que de toujours un peu laisser ça dans l'air. Et un élément spécifique par rapport à la sécurité routière que je veux mentionner, c'est la rue Chapadeau près des écoles. C'est une zone de 70 km/h. Bon, on a une zone scolaire de 50 km/h, mais 70 km/h, il y a plusieurs personnes du secteur et des parents qui mentionnent que c'est élevé pas mal comme vitesse. Là, il peut y avoir des piétons, il peut y avoir des enfants. Donc, moi, ce qu'on m'a demandé, si ce serait possible de déposer au Conseil une demande pour demander au ministère, non seulement dans la zone scolaire, mais disons peut-être jusqu'à l'intersection de la 3e avenue Est, de faire la demande au ministère de mettre ça à 50 km/h. Et peut-être éventuellement de faire des ajustements pour que la rue soit plus sécuritaire, peut-être notamment en mettant des passages piétons ou du lignage pour donner l'impression que c'est plus étroit et pour favoriser le ralentissement des voitures. Évidemment, ça ne peut pas régler le problème des délinquants, mais on sait que pour les piétons, une collision à 70 km/h, c'est fatal, forcément. Alors, ça vaut la peine d'être réfléchi. Si vous avez des commentaires par rapport à ça, vous habitez dans le coin, je suis très intéressé à vous entendre. Pour ma part, je risque très, très fortement de faire une proposition en ce sens, probablement à la prochaine séance du Conseil. Ensuite, la question du logement, bien là, on attend une réponse par rapport au projet de logement préfabriqué, donc j'espère que ça fonctionnera. Sinon aussi, il y a la question des mini-maisons. Il y a un mandat d'étude qui a été donné au CCU, donc dans les prochains mois, j'imagine qu'on pourra avoir des recommandations et on pourra sans doute avancer dans ce dossier. Alors, je ne veux pas m'attarder là-dessus, j'y reviendrai plus tard, mais je pense que ça peut être un outil dans notre boîte à outils contre la crise du logement. Alors, il s'agit de savoir exactement comment on le fait. Et pour finir, je tiens à informer tous les citoyens, toutes les citoyennes qui pourraient être intéressés, c'est que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le 21 mai prochain à 18h30, va tenir une rencontre d'information en ligne sur les prochaines élections municipales. Alors que vous soyez simple citoyen ou un élu ou un citoyen qui a peut-être envie de se présenter aux prochaines élections municipales, vous pouvez vous inscrire en ligne et vous connecter à ça pour avoir de l'information un peu sur comment fonctionne le processus électoral, comment fonctionne une ville. Alors ça peut être quelque chose de très pédagogique, que vous soyez candidat ou candidate ou non aux élections. Alors, si vous souhaitez vous inscrire à ça, le 21 mai à 18h30, c'est sur Internet. Vous pouvez aller voir la page Facebook du ministère des Affaires municipales. J'ai mis ça également sur ma page Facebook personnelle et si vous ne le trouvez pas, c'est toujours possible également de m'écrire en privé. Je vous transmettrai l'information avec grand plaisir. Donc, c'est ce qui conclut mon rapport ce soir. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je me dois quand même de préciser, parce que tantôt on parlait des jeux, là, puis je ne vais pas faire le débat là-dessus, mais au niveau de l'événement des jeux, là, effectivement, on a une certaine responsabilité, bien souvent, envers toutes les infrastructures qu'on a à la ville. J'en suis tout à fait conscient. Ce que je trouve plus déplorable là-dedans, c'est que
Vous savez que depuis 3 ans et demi, j'essaie d'avoir une disponibilité, l'administration aussi, par l'égard de tous les citoyens. Qu'avant de propager une image négative, des fois, sur ce qu'on peut avoir, ça vaudrait peut-être la peine qu'on vienne nous voir. On jase avec nous, qu'on prendra les devants. Effectivement, on a été informé de l'événement quand même sur le tard un peu. Puis effectivement, on aurait peut-être dû aussi baliser ou à tout le moins informer l'État. Mais on a quand même des enjeux qui avaient été pris. Quand on a vu les jeux, le nouveau jeu qui s'en vient, bien, je suis désolé, mais on travaille là-dessus, ça fait plus d'1 an. Alors, c'est sûr qu'on est conscient que les jeux sont désuets. Maintenant, au niveau du bloc sanitaire, c'est 60 je ne sais pas où comprenez le 90, peut-être qu'il y a eu une erreur quelque part. Moi, j'ai toujours dit que c'était 60 qu'on avait absorbé là-dedans, pas qu'on avait absorbé, qui était l'aide financière autour de ça. Et c'est un choix politique qu'on a fait. Alors, on a fait un choix politique. Il y a des gens, des fois, qui n'aiment pas les choix, les décisions politiques. C'est un choix qu'on a fait. Et je peux vous dire qu'il y en a d'autres ailleurs. Il y a des gens qui m'ont raconté leur expérience, sont allés dans d'autres villes, puis ils l'ont eu. C'est un choix. Puis éventuellement, peut-être que ça sera très bénéfique pour la ville. Tant mieux, je l'espère. Au niveau du banc de pêche en soi, je peux vous dire que ça se peut qu'on va dire des fois qu'on aurait pu mettre l'argent différemment, mais je pense que depuis les 15 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été mis sur le banc de pêche pour l'améliorer. Autant au niveau de la route, autant au niveau de l'aménagement, puis c'est pas fini. Moi, là, le banc de pêche, j'en suis très fier de ce qu'on est rendu. Très, très fier. On se démarque, et d'ailleurs, on va être en nomination prochainement. Ça démontre qu'on est perçu ailleurs, puis il faut le remarquer. C'est très positif. Alors, c'est juste pour préciser, le reste, c'est bien correct. On a chacun nos opinions sur différents projets, sur différentes actions. Puis je le prends de même. Puis je réitère toujours l'intention de venir nous voir. On soulève des points bien souvent publiquement ou encore les médias ils embarquent là-dedans. Je pense que l'idéal, ça serait de commencer à travailler en équipe puis se parler. On fait toute partie de la même communauté. Puis c'est important de le faire, à mon sens, à moi. Alors, ceci étant dit, je vous invite, Mme Côté, à votre rapport des conseillers. Bonsoir tout le monde. Je vais reprendre un peu de ce que j'avais dit le mois dernier. Concernant le parc du banc de pêche, les travaux commenceront sous peu, maintenant que la neige est fondue. Il faudra faire preuve de vigilance car le site sera en construction. Le segment manquant de la promenade piétonne sera installé très prochainement et les toilettes publiques rouvriront bientôt elles aussi. Et je peux vous affirmer que depuis la dernière décennie, nous sommes le conseil qui a injecté le plus d'argent dans le parc du banc de pêche. Du côté du complexe, les activités régulières se déroulent chaque semaine comme à l'habitude. Toutefois, demain sera une journée très chargée à l'occasion de la journée des aînés, avec un programme bien rempli et beaucoup de visiteurs attendus. En fin de semaine se déroule le stage de ceinture de karaté et l'ouverture du terrain de tennis se fera ce week-end aussi. Samedi, le 31 mai, le tournoi de badminton civil et le 7 juin aura lieu la compétition de danse de l'école de danse d'Annie-Pierre. Je tiens à féliciter les élèves de la polyvalente de Passepierre pour leur prix coup de cœur remporté lors du gala Ose entreprendre à Fort-Prévert. Et pour terminer, je voulais partager une petite fierté personnelle. La semaine dernière, j'ai reçu le prix Excellent de l'URLS Gym dans la catégorie sport et loisirs pour mon engagement et mon bénévolat au sein de notre communauté. Et voilà mon prix. Bravo, je vous félicite. Oui. Et sur ce, bonne soirée à tous. Je vous remercie. Madame Langlois. Bonsoir tout le monde. Ce mois-ci, plusieurs rencontres ont été consacrées et beaucoup d'énergie a été déployée concernant la journée des aînés, qui, soit dit en passant, est demain, au complexe sportif à partir de 10 heures. Je dois vous avouer que je suis très fière de cet événement et de la progression de ce dossier confié par M. le maire au début du mandat. Je n'ai parti de rien et voilà qu'aujourd'hui, nos aînés ont des activités, des séances d'information et une journée soulignée. Évidemment, je tiens à partager cette réussite avec les personnes qui m'entourent, soit M. Christian Bourque, le comité Cap sur les aînés et M. Yannick Boudreau aux communications qui m'a été d'une aide
très précieuse. Merci d'être là. Concernant l'événement du 10 juin au Centre culturel pour nos aînés, le mois dernier, j'annonçais à mon rapport que ce serait un spectacle de danse traditionnelle. Ce spectacle a été annulé. Cependant, il est remplacé par M. Patrick Dubois, conteur. Donc, il y aura un événement le 10 de juin pour nos aînés. Dossier nouveaux arrivants. J'ai commencé à contacter personnellement chacun de nos nouveaux arrivants pour les informer de l'événement du 27 mai. Cette année, environ 26 personnes sont arrivées dans notre ville. Du moins, ces personnes-là sont inscrites à l'événement du 27. Puis finalement, concernant le dossier camping, je rencontre M. Christian Bourque la semaine prochaine afin de finaliser la rencontre des campeurs. Les campeurs recevront un courriel à cet effet. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Langlois. M. Grenier. Merci, M. le maire. Bonsoir, tout le monde. Au niveau de la sécurité incendie, premier point, rencontre de l'équipe des pompiers de la ville le 15 avril dernier. Je me suis rendu à la caserne d'incendie, évidemment, pour tenir une rencontre de discussion avec nos pompiers. Ces derniers m'ont soumis une demande afin de débuter les travaux de négociation de leur entente de travail avec la Ville, entente qui prendra fin le 31 décembre prochain. J'informe officiellement les membres du Conseil ce soir de cette demande pour que vous puissiez y réfléchir. Je souhaite ainsi obtenir une position officielle du Conseil de Ville afin d'entamer les discussions, si telle en est la position souhaitée. Pour ma part, j'ai reçu positivement cette demande. Et je souhaite que le Conseil autorise le début de cette négociation au cours des prochaines semaines. On a aussi pris le temps de discuter des dossiers chauds au niveau de la sécurité incendie, à titre informel aussi au niveau du projet d'acquisition d'un nouvel autobus d'urgence et projet en progression, évidemment, caserne incendie. Pour ce qui est du comité intermunicipal de sécurité incendie, prochaine rencontre le 21 mai prochain. En information, je me joins au directeur du service incendie afin de demander aux citoyens d'être très vigilants en cette période de l'année lorsqu'il vous vient l'idée d'allumer des feux d'herbe ou de branches. M. Hort nous a amené une situation tantôt dans ce sens-là. Nous sommes actuellement dans une période de l'année où le risque d'incendie est très élevé, je dirais même extrêmement élevé. De plus, les feux d'herbe et de branches sont interdits dès que la neige est partie. Dès que la neige est fondue, c'est interdit. Vous pourriez être tenu, évidemment, responsable s'il y aurait dommages causés par un feu en perte de contrôle, causé préjudice et tout ce qui vient avec. C'est à faire très attention. Dans un autre ordre d'idée, la SOFFEU en lien avec les milieux périurbains, pour lequel nous avons reçu certaines questions citoyennes au cours des semaines et des séances antérieures, ont mis à la disposition de la population un guide appelé « Soyez IntelliFeu à domicile », dont j'ai une copie ici. J'ai juste une copie, mais là, indisponible quand même. Je vais vous dire où. Ce guide informe sur la réalité des feux de forêt, le comportement du feu, son mode de propagation, les facteurs incidents sur sa propagation, la zone de familiarité résidentielle, que je vous parlais tantôt, soit le 30 mètres autour d'une maison et ses structures, et plein d'autres sujets. Je vous recommande d'en prendre connaissance via le site Internet de la SOFFEU. Donc, disponible, site Internet de la SOFFEU, le guide IntelliFeu. Dans un deuxième temps, la MRC de Bonaventure, par l'entremise de son responsable de la sécurité incendie, a aussi produit un super guide de prévention des incendies, que j'ai ici en multiples copies. Donc, je vais vous inviter en fin de rencontre tantôt, si vous en voulez, ils sont disponibles. Ce guide offre des informations essentielles à votre sécurité et à celle de votre entourage. Tous les sujets sont documentés en texte et en images. On y traite des avertisseurs de fumée, l'utilisation du barbecue, les risques de la cigarette
ainsi que du vapotage, l'installation du poêle à bois, comment allumer sécuritairement un foyer ou un poêle à bois, l'obligation d'un numéro civique qui est visible installé au bon endroit, prévention des risques d'incendie en cuisine, prévention des risques d'incendie liés à l'électricité, feu à ciel ouvert, intoxication au monoxyde de carbone, extincteur d'incendie, comment faire un plan d'évacuation à domicile, sauvetage d'urgence en milieu isolé, le fameux SUMI que je vous parle de temps à autre, ainsi que les tirs sur les panneaux de signalisation et les systèmes d'alerte aux citoyens et trousses d'urgence. Je vous invite évidemment à en prendre une copie tantôt. Ça fait réellement le tour de la situation incendie sur notre territoire. Puis pour l'avoir lu à une ou deux reprises, là, ça vaut la peine d'avoir ça à domicile. Pour ce qui est du site historique national du banc de pêche, le conseil d'administration s'est réuni 2 fois depuis notre dernier conseil de ville, auquel j'ai évidemment participé. Et la saison va débuter comme prévu le 9 juin prochain, se terminer en octobre. L'Assemblée générale annuelle a eu lieu mercredi dernier. Pour ce qui est des travaux d'entretien sur le bâtiment, la fin des travaux est toujours prévue avant le début de la saison estivale. Donc, on prévoit en juin, à l'entour de Saint-Jean-Baptiste. S'il reste des travaux, il va être de nature extrêmement mineure. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir nécessairement sur le site sur l'espace du site. Là. Il n'y aura pas nécessairement d'infrastructure, de véhicules, de travailleurs. Pour ce qui est de l'animation et le musée, les réservations de groupes et les autobus de voyageurs vont très bien. On continue d'enregistrer les visites. On est maintenant rendu à 60 réservations. Le service de restauration, le service sera pour cet été disponible pour les dîners, visites aux autobus voyageurs seulement. Le concessionnaire pourrait y ajouter quelques journées avec des soupers, mais ce n'est pas encore garanti, c'est en discussion. Campagne de financement à l'avenir de l'histoire. J'ai aussi participé le 26 avril au souper bénéfice qui avait lieu ici, au profit de la campagne de financement en vue de la construction du futur pavillon d'accueil. Quelle belle soirée et un souper servi à la hauteur d'un restaurant gastronomique de renom. Le conseil d'administration du site, sous la présidence de Mme Nicole Grenier, se joint à moi afin de remercier et féliciter les organisateurs de cette soirée, sous la gouverne de M. Bernard Nadeau, pour l'excellence de cette organisation, ainsi que son acolyte à l'animation, M. Réal Chapadeau. Que dire du repas servi par M. Rémi Whittom, cuisinier pour cette soirée, avec sa grande équipe de fourmis. C'était une fourmilière en arrière ici, là, à un moment donné. Ça y allait. Il est formidable, encore une fois, de constater que l'on peut encore aujourd'hui compter sur des gens qui ont à cœur le partage de leur savoir-faire au bénéfice de leur communauté. Du bénévolat à l'état pur, merci encore. Pendant la soirée, le grand mouvement des caisses populaires Desjardins sont venus annoncer leur participation à la campagne de financement pour le nouveau pavillon d'accueil pour un montant de 200 000 $. C'est-à-dire que le mouvement s'engage à participer à la hauteur de ce montant lorsque le montage financier du nouveau pavillon sera complété. Et la Caisse populaire Desjardins, Centre-Sud gaspésien, a aussi annoncé lors de cette soirée un montant supplémentaire de 30 000 $ pour la campagne de financement pour ce qui est du volet milieu. Pour finir, un montant de 250 000 $ a été amassé jusqu'à maintenant dans la campagne de financement populaire dans le milieu, en dons, auprès de la population et de nos entreprises locales. L'objectif demeure toujours 300 000 $, donc il manque 50 000 $ pour l'atteindre. Au niveau des autres rencontres, j'ai participé à la rencontre de travail du 5 mai avec mes collègues du Conseil, ainsi que la rencontre opératoire du Conseil de ce soir qui avait lieu le 8 mai dernier. Je me suis aussi déplacé le 29 avril à Fort-Prével, à Gaspé, afin d'assister au gala « Ose entreprendre » de la région Gaspésie-les-Îles. Ce gala met en lumière et fait rayonner des jeunes
et des entrepreneurs inspirants et reconnaissent l'excellence entrepreneuriale. On en a parlé tantôt dans un point, là, lorsqu'on disait vous avez accepté en don de donner une gratuité d'espace pour la prochaine activité. C'est drôlement important. Je tiens donc à féliciter trois jeunes filles de l'école polyvalente de Passepébiac, soit Vicky Loisel, Cassandre Turgeon et Jade Clermont, qui ont été récipiendaires d'un prix Coup de cœur des jardins, accompagné d'une bourse de 250 $ pour leur projet de crème de peau Chantilly. Bravo les filles de si bien nous représenter et bonne continuité. En terminant, merci de votre présence et de votre bonne écoute et bonne fin de rencontre. Alors, merci, M. Grenier. On est maintenant rendu au point 27, affaires nouvelles, auquel on a ajouté, j'inviterai l'avis de motion de dépôt de projet de règlement, le règlement de régie interne du conseil municipal de la ville de Passepébiac. Alors, j'inviterai M. Laplante à en faire la lecture, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, je donne l'avis de motion qu'un projet de règlement intitulé « Règlement de régie interne du conseil municipal de la ville de Passepébiac » sera déposé à la séance du 9 juin 2025 et soumis au conseil pour adoption à une séance ultérieure. Ce projet de règlement constituera en une réforme des règles internes du conseil municipal dans un esprit de démocratie et de transparence et aurait pour effet d'abroger les règlements 2013-374, 2017-448 et 2017-456. Il proposera notamment de fixer la durée de chacune des périodes de questions à 30 minutes plutôt que 15, d'ajouter des règles en matière de respect et de civilité, d'ajouter une rubrique intitulée « Mots d'humeur », de favoriser davantage de délibérations publiques sur les enjeux municipaux en incluant la possibilité de discuter d'un sujet sans prendre de décision immédiate et avec une rubrique dédiée à cet effet, de rendre obligatoire la captation vidéo de toutes les séances du Conseil, incluant les séances extraordinaires, de réformer la procédure d'ajout d'un point à l'ordre du jour afin qu'elle soit plus ordonnée et favorise davantage la liberté d'expression des élus, de clarifier les règles entourant la prise de parole des membres du Conseil, de fixer le droit de parole maximal de chaque élu à 15 minutes par point, plus un droit de réplique maximal de 3 minutes, de clarifier la procédure à suivre pour adopter, amender ou reporter une proposition, de rendre obligatoire la transmission au public du projet d'ordre du jour d'une séance ordinaire du Conseil au moins 8 heures avant la dite séance, de fixer la place de chaque élu autour de la table du Conseil, d'abroger certaines dispositions désuètes, et de plus, le projet de règlement pourrait inclure des dispositions, je dirais pourrait, inclure des dispositions permettant la participation des citoyens à distance et en simultané, de même que les élus dans certaines circonstances, conformément à de récentes modifications législatives. Courte explication pour ce dernier point-là. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines villes, les citoyens peuvent poser des questions par écrit en simultané sur Internet, puis la séance est retransmise sur les médias sociaux en direct. Alors, c'est de ce dont je parle quand je parle de participation des citoyens à distance et en simultané. Pour l'aspect des élus, c'est que désormais, avec le projet de loi 57 qui a été adopté, les élus ont depuis l'automne passé le droit, dans certaines conditions énumérées dans la loi, de siéger à distance. C'est un droit qu'ont désormais les élus. Et donc, ce serait de se conformer à la nouvelle loi, finalement, pour cet aspect-là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce qui nous mène maintenant au point 28, période de questions. Alors, je vous invite, s'il y a des gens, encore une fois, qui ont des questions à nous suggérer, vous êtes les bienvenus. Bonsoir. Moi, c'est concernant le point du conseiller M. Grenier. Je m'adresse toujours au président de l'Assemblée. Quand on parle des incendies, là, des préventions d'incendies, là, ça vaudra la peine que vous alliez voir où il y a eu l'incendie ce matin. Parce que si le feu a eu pris dans les petits cabanons qu'il y a autour, là, nos pompiers, là, moi, je peux vous dire, là, du fer, il y a toutes sortes d'affaires, c'est une cour à scrap, là. C'est dangereux pour la sécurité des pompiers, pas pour la fumée, pas pour la fumée ni pour la flamme. Ils savent quoi faire, mais sur le terrain, je ne sais pas de quoi tu vas t'enfarger, puis tu peux te blesser. Si ça aurait pris des échelles, ça aurait été de la fumée noire, puis là, ça aurait été intense. Les gars, ils n'auraient pas vu ce qu'il allait pour travailler. C'est vraiment dangereux. Là. Puis, vous devrez faire le tour aussi, parce que c'est pas dur autour de la maison, au moins couper la pelouse, puis garder propre pour les voisins. Là. Pour nous-mêmes, là, ben,
Regarde, la propreté, j'ai déjà dit, c'est pas une question d'argent. Tu peux être pauvre, tu peux être propre. Là. Mais là, autour des maisons, là, ça va attirer les fourmis, les petits rongeurs et les gros rongeurs. Je peux vous dire ça, moi, il y en a, là, j'aimerais pas rester à côté. Là. Si ça rentre dans vos maisons, là, vous allez voir que les fourmis, vous allez avoir de misère, vous en débarrasser. Sur ce point-là. Là. Mon autre point, c'est concernant le point du conseiller M. Laplante. Pour les 24 logements, là, je sais que c'est en marche, je pense, pour les 24 logements. Moi, j'aimerais savoir, les 24 logements, nous autres, de quelle façon que ça marche? Nous autres, oui, là, c'est la municipalité qui font la démarche tout, pour avoir les 24 logements, ça c'est correct. Mais est-ce que les 24 logements sont la responsabilité de la municipalité? Exemple, supposons qu'on a une subvention de 60 %, est-ce que c'est la municipalité qui va absorber les 40 % ou ça ne marche pas comme ça? Est-ce que la municipalité il va être propriétaire, copropriétaire ou non, quoi? Les logements, ils appartiennent à un organisme. Okay? Et le rôle de la municipalité là-dedans, c'est de fournir un terrain, fournir les réseaux, les services, le pavage et, bien entendu, une exemption de taxes pendant 35 ans. Ça, c'est dans le projet. Surtout que tu fais la demande, il faut répondre à ces critères-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je pense que j'ai pas mal tous nommés. C'est vraiment ces critères-là. Maintenant, le bâtiment comme tel, il est payé à 100 % là, par... OK. Ça veut dire que ce bâtiment-là ne sera pas géré par la municipalité. Il va être géré par le groupe qui est à New Richmond. Non. Est-ce que ça va être géré par la municipalité? C'est vraiment un organisme qui n'est pas la municipalité, qui s'appelle les Habitations populaires, dont fait partie seulement des gens d'ici. Qui eux autres, c'est pas géré comme l'OMH à New Richmond. OK, parce que... C'est à nous, ça. Excusez, parce que moi, ce que je veux en venir, là, est-ce que les noms que les gens ont placés sur la liste pour avoir un loyer, ça coûte des 3,5, des 4,5, je pense, des 3,5? Oui, il n'y a aucune liste de fait encore. Non, mais supposons que les gens placent le nom, est-ce que c'est ce groupe-là qui va décider à qui on va donner les loyers? Puis, moi, ce que je veux dire, est-ce que vraiment, nous autres, parce que bien qu'on est responsable de ces loyers-là? Oui, c'est l'organisme. Si on est responsable, ça veut dire que c'est nous autres on a le choix, j'espère que si on a le choix de donner des loyers, on va les donner aux gens de Passepébiac qui sont établis, exemple, depuis au moins 5 ans, qui ont une résidence permanente à Passepébiac, que quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a vendu son condo ou sa maison, j'ai rien contre ça, qui viennent s'installer ici, mais qui viennent prendre un loyer, qu'il y a des gens que ça fait 5-6 ans, même plus, qui attendent depuis votre mandat, puis l'autre mandat avant, ça fait au moins 6 ans qu'on essaie d'avoir ces loyers-là, donner une priorité au moins aux gens de la place, ceux des résidents, au moins les résidents, disons un exemple, si on dit les 5 premières années ou 5 dernières années ou quelque chose de même. Là. Je pense Il faut mettre des critères là, pour encourager les gens, nos gens locaux. Là. Oui, tout à fait. Puis même dans l'observation qu'on a pour échanger avec vous là-dessus, là, des fois, il y a des gens plus âgés qui veulent départir de leur maison. Alors, ces gens-là peuvent s'installer dans des logements comme ça. Puis pourquoi pas vendre leur maison à quelqu'un de l'extérieur qui vient de vendre sa maison et qui veut s'installer ici? Au lieu de profiter du logement qui serait plus accessible à des personnes qui peuvent peut-être... Mais je veux dire, donner priorité à nos gens ici qui attendent après des loyers. Après ça, si on reste, ben là, on pourrait aller un peu à l'extérieur, commencer par nos gens locaux avant, puis s'il reste de la place, ben là... Tout à fait. Tout à fait. Mon autre... Oui. Peut-être apporter quelques pistes de réflexion également, parce que je suis sur le conseil d'administration de l'Office d'habitation Baie-des-Chaleurs, donc qui est situé à New Richmond. Donc, on ne parle pas des habitations populaires et du projet en cours, mais peut-être pour vous donner une idée de comment l'Office d'habitation fonctionne pour la sélection des locataires. Alors, il y a un comité de sélection qui est distinct du conseil d'administration. Donc, il y a un conseil d'administration avec des locataires, avec des représentants de chaque municipalité. Mais il y a un sous-comité, si on veut, qui est un comité de sélection qui sert à sélectionner les locataires. Et de la manière que ça marche à l'Office d'habitation, c'est que la liste de sélection n'inclut pas le nom des personnes quand c'est présenté au comité de sélection. C'est une série de critères objectifs qui sont soumis au comité. Par exemple, des critères de revenus. Est-ce que les personnes sont du milieu? Parce qu'on veut préserver aussi les personnes près de leur municipalité d'appartenance. Hein? On veut que les gens de Passepébiac puissent avoir un logement à Passepébiac, les gens de, je sais pas, Bonaventure, un logement à Bonaventure, New Richmond à New Richmond. Tout ça, cette logique-là est respectée à l'Office d'habitation. Puis là, après ça, selon le type de logement, des fois la famille, tout ça, peut entrer en ligne de compte. Et tout ça donne un pointage mathématique et ça donne un ordre. Et les logements sont attribués en fonction de cet ordre-là qui est donné. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne du côté de l'Office d'habitation.
Je ne sais pas comment les habitations populaires exactement procèdent, mais peut-être que c'est un procédé similaire. Du côté de l'Office d'habitation, étant donné qu'on en parle, il y a vraiment des développements intéressants qui ont lieu depuis la fusion. Alors, on a fusionné avec les gens de Matapédia dernièrement. Et là, ça fait en sorte que l'Office d'habitation commence vraiment à avoir beaucoup de ressources financières. Et avec ces ressources financières-là, on devrait être capable éventuellement, par exemple, pour la rénovation des logements, de générer des économies d'échelle et peut-être même de devenir notre propre entrepreneur en construction, comme l'Office municipal d'habitation à Rimouski le fait. Et c'est un exemple de réussite vraiment pour l'entretien du parc locatif et éventuellement peut-être pour le développement de logements. Et l'Office d'habitation également, ce qu'on voit dans d'autres municipalités, c'est que parfois, quand les organismes de logement viennent à avoir de la difficulté à, si on veut, gérer leur parc de logement après un certain nombre d'années parce qu'il manque de bénévoles ou quoi que ce soit, l'Office d'habitation, ça arrive qu'il prend des contrats de gestion pour prendre, si on veut, la gestion temporaire ou permanente de ces endroits-là. Alors, au niveau du logement, là, c'est différentes pistes de solutions qui existent. Donc, je ne vous ai pas répondu spécifiquement par rapport au projet de logement, mais je voulais peut-être un peu démystifier un peu ce qui se passe du côté de l'Office. Ça veut dire que si c'est l'Office d'habitation du Québec, là, ça va y aller selon ton revenu. Ça n'ira pas à un prix fixe. Mettons, si tu dis c'est 1 000 $ pour le loyer, mais ça dépend. Là, ça va y aller avec ton revenu. Le revenu faible, tu payes moins. Revenu plus élevé, tu payes plus. Ça va être de même aussi ça dépend des programmes. Ou un prix fixe? Bien, en fait, ça dépend des programmes. Là, je ne peux pas répondre pour le projet des habitations populaires, mais du côté de l'Office d'habitation, ça dépend des programmes. Le programme HLM, là, c'est là, on va être en fonction du revenu, 25 %, c'est ce dont vous parlez, mais ça, il ne s'en fait plus vraiment au Québec. Après ça, il y a le programme Accès Logis. Donc ça, on est un prix fixe. Il y a peut-être différents critères qui sont en ligne de compte, mais là, c'est du prix fixe. Puis là, avec le nouveau programme d'habitation abordable du Québec, s'il y a des nouveaux logements qui éventuellement appartiennent à l'Office qui ont de ces critères-là, la gestion pourra sans doute être différente. Là. Nous, ce qu'on aimerait pour les habitations populaires, c'est qu'on privilégie les gens d'ici pour avoir l'accès. Parce que puis, comme M. Laplante l'a dit, il a tout à fait raison, les critères de sélection au niveau de l'Office d'habitation, souvent, est en fonction du revenu. Donc, tu peux avoir quelqu'un de l'extérieur qui va se qualifier alors qu'il y a un logement disponible à Passepébiac et qui ne vient pas nécessairement de Passepébiac. Mais il se qualifie en fonction des critères de sélection. C'est ça, des fois, qui est irritant. Oui, mais... Je comprends ce que vous dites. C'est nous autres qui se battent là, pour avoir quelque chose. Exactement, puis c'est dans ce sens-là. Nous servir à nous autres en premier. Exact. Après ça, on ne refuse pas personne. S'il y a de la place, ben on... Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie, avec les habitations populaires, de privilégier les gens d'ici. Tu veux? Mon autre point, c'est au point 17, là, pour les mini-maisons. Là. Oui. Est-ce qu'on vous a demandé des mini-maisons, ça va être des mini-maisons saisonnières ou comme résidence principale, même si c'est une mini-maison? Puis si c'est une résidence permanente, ben je ne sais pas, moi, il faudrait que vous essayerez peut-être de délimiter des endroits où vous pourriez mettre ces mini-maisons-là, là, pas les mettre partout, là, sur la 132, là. Oui. Délimiter des endroits, puis ces gens-là, ben, ils seraient raccordés sur les réseaux d'égouts, puis ils paieraient des taxes comme tout le monde, peut-être moins parce que c'est une mini-maison. Là. Le projet actuel nous était proposé, c'est un privé, avec son propre terrain, qui, lui, veut développer des maisons, peut-être pas à la hauteur de mini-maison, mais entre la réglementation qu'on a et la vraie mini-maison. De là, il fallait qu'on fasse effectivement le changement. Comme moi, je pourrais avoir un grand terrain puis dire, je bâtis des mini-maisons là-dessus. Alors, lui, rendu là, il peut soit les louer, il peut les vendre. Disponible là, le long de la rue des je ne veux pas favoriser personne, le long de la rue des Mal-des-Mets, il y a des terrains en masse là, vacants, là, des belles places. Ou encore quelqu'un qui reste loin du chemin, des fois, il peut avoir chez lui des terrains disponibles. C'est beau, merci beaucoup. Je vous remercie. Si je peux peut-être apporter une précision. Ce projet-là, c'est une chose. Installer des mini-maisons, disons, sur un terrain donné, c'est une chose. Mais qu'on parle de maisons de jardin, c'est peut-être là où l'étude devient plus compliquée. Qu'on parle de maisons de jardin, l'idée, c'est d'avoir un bâtiment accessoire en fond de cour. Donc, le nom dit une maison de jardin, une maison dans le jardin, derrière une résidence unifamiliale. Et là, à ce moment-là, cette maison-là paie des taxes, est raccordée à l'égout, est raccordée à l'aqueduc, est bâti sur une fondation, c'est pas sur roue, c'est pas un trailer mobile, c'est pas une roulotte, c'est vraiment un bâtiment qui tient sur le sol. Et là, le mandat qui a été donné au CCU, le questionnement, c'est de savoir, est-ce qu'on l'autorise, les maisons de jardin en fond de cour? Est-ce que quelles règles on met exactement pour les fondations? Quelles règles on met pour la superficie, les marges de recul? Est-ce qu'on met certains secteurs autorisés, d'autres pas? Alors, c'est une série de questions à répondre, mais le principe
des maisons de jardin, on est vraiment vers des logements qui seraient habités à l'année. Puis, comme je disais, ça peut être utilisé à la fois pour se loger un membre de la famille sur le même terrain, peut-être d'un format intergénérationnel, ou encore ça peut être construit sur son terrain, et après ça, on peut le mettre en location pour apporter un revenu d'appoint, puis là, éventuellement, des fois, les gens, quand ils partent à la retraite, bien là, ils vont peut-être mettre à vendre la plus grande maison, puis aller dans la mini-maison, plus facile à entretenir. Fait que c'est ce genre de choses-là qu'on voit. Le règlement Carleton l'autorise, comme je disais, mais à Québec, là, il y a eu des modifications, puis là, on voit les premières maisons de jardin se construire. C'est très intéressant à suivre. Il y a eu des beaux reportages, entre autres, de Radio-Canada là-dessus et d'autres médias, si jamais vous voulez chercher sur Internet. Alors, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant? Oui? Je vais juste faire une partie à ce que M. Hort disait tantôt, là, un événement incendie ce matin, là, une insalubrité, en tout cas, un niveau d'insalubrité autour d'une maison, ça peut devenir problématique sérieusement, puis c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on retienne ça au Conseil, que oui, il y a eu un événement incendie qui a soulevé la discussion tantôt, mais même s'il n'y a pas, comme M. Horté disait, même s'il n'y a pas d'incendie, on a une problématique sur le territoire de la ville, à certains endroits où il y a de l'insalubrité autour des résidences, et il faut y voir. On a eu, l'an passé d'ailleurs, on a vu aussi, il y a des recommandations qui ont été envoyées dans certains endroits où il y avait l'insalubrité. Alors, c'est sûr qu'on continue dans la même veine, c'est évident qu'on va y aller, là. Mais des fois, la réponse va vite, puis il y a des réactions qu'on doit avoir, mais je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y en a eu des coins qui, effectivement, étaient assez insalubres. Oui, parce on va y voir encore ce printemps. Problématique. Oui, absolument. C'est bien. Alors, oui. Oui, allez-y. Il a été mention des vitesses dans le secteur. J'approuverais le fait de faire des réductions de vitesse, OK? Dans bien des endroits. Sur la 3e avenue, c'est effrayant. Le traçage des rues, le lignage. Est-ce qu'on pourrait penser aux lignes d'arrêt, les passages pour piétons, aux intersections? Je ne sais pas si c'est dans le programme actuel ou si c'est seulement le lignage, je ne pense pas qu'il est dedans. On pourrait le rajouter, mais dans le format qu'on était avec la MRC, là, on a vraiment priorisé les avenues. En passant, on a fait les rues, on a fait les avenues principalement. D'accord. Mais c'est faisable de le rajouter. Bien, j'imagine qu'on pourrait le rajouter en 2025, oui. C'est excessivement important. Oui. Ceci dit, on a parlé des feux d'artifice. Oui. À 30 mètres des résidences. Oui. Mais les feux d'artifice, là, quand l'herbe est sec, c'est excessivement dangereux pour les incendies. Oui. C'est pour ça qu'il y a une réglementation. Donc, il devrait... Pardon? Ben, c'est pour ça la réglementation qu'on ne peut pas faire de feu à ciel ouvert actuellement. Ça rentre tout dans l'ensemble des risques. Non, parce que dépasser le 30 mètres, il n'est plus question d'avoir de permis. Non, je comprends. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des feux d'artifice, des fusées, à l'extérieur de 30 mètres, qui occasionner des incendies très sérieux. Moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est manquant, là. Mais il y a quand même une conscience sociale qu'il faut avoir à cet égard-là. C'est comme quelqu'un qui est un fumeur, qui lance un mégot de cigarette. À un moment donné, il peut mettre un incendie. Je suis aussi d'accord avec vous, là. Okay. À un moment donné, ça prend... Je pense que dans n'importe quel... On parle de toutes sortes d'affaires bien souvent, mais on a quand même une responsabilité civile comme individu. On a besoin de sensibilisation. Mais je comprends ce que vous dites, vous avez raison. Quelqu'un peut le prendre et dire... Y a-t-il un âge requis pour acheter des feux d'artifice? J'en ai aucune idée, je pense que oui. Est-ce que c'est contrôlé? C'est ça. C'est parce que ça peut être acheté par n'importe qui, finalement, à un moment donné. Ça peut être fourni à n'importe qui. L'adulte peut aller acheter puis donner ça à des enfants, ces choses-là. Oui. En tout cas, je souligne tout simplement parce que je me dis que c'est possiblement un danger. Je peux m'adresser à une conseillère? Madame Anglade? Vous avez mentionné Cégère contrat. Enfin, une réponse. J'ai posé souvent la question à savoir c'est quoi l'intention de la Ville, au sujet de Cégère, s'il y a un renouvellement de contrat,
Ça se négocie actuellement, j'imagine? On est en train de... Bien, pas on, l'administration et... OK. Ouais. À ce moment-là, j'aimerais savoir, là, quand on négocie pas avec Nuperlay, là. Ça se fait avec les bureaux de Québec. Avec Québec, hein? C'est ça. Parce que dernièrement, il y a eu des augmentations qui s'est fait au niveau des locations puis réparations, ces choses-là. Oui, c'était un taux autour de 1,5 pour l'année 2025. D'accord. OK, c'est correct. Donc, ça a été négocié, ça aussi, j'imagine. C'est pas négocié, ça fait partie du contrat. Chaque année, nous avis du taux d'inflation. Ça varie en général à 1,5 et 2 %. Le contrat actuel, là, le premier contrat qui a été fait avec Ségère, là, il date depuis combien de temps ou encore, est-ce qu'il est à la fin de sa vie? Le contrat est en train de se faire évaluer. Présentement, on est dans la période de réévaluation. Je n'ai pas ma réponse, là. La date de fin de contrat. Ah, mon Dieu, ça on est dans la période de renouvellement. On a 12 mois pour renouveler. On est dedans. D'accord. Okay. Et là, quand on va faire nos projections financières, alors ça va être présenté aux conseillers, puis les conseillers décideront s'ils veulent poursuivre ou pas avec le Ségère. S'ils ne veulent pas poursuivre, on rachètera les équipements, on fera un emprunt. Puis s'ils veulent continuer, okay, on verra les taux. Dans la négociation actuelle, est-ce qu'on peut faire la location temporaire d'équipement? Non, non. Le Ségère ne permet pas de faire la concurrence au privé. Bien, je devrais m'adresser au maire. Oui, allez-y. Mettons, je fais un raccourci. Ségère est là pour aider les villes, c'est l'entreprise. C'est quand même du provincial. Puis eux, ils s'interdisent de faire des locations de quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est 6 mois ou 1 an. Mais ils ne font pas des locations de quelques semaines. C'est curieux parce que sur les réclamations, j'ai remarqué qu'il y a des appareils qui sont loués partiellement. Tu sais, les attachements d'hiver, par exemple, puis l'été, on n'a pas besoin. Mais on comprendra que c'est sûr que si on prend un aile de déneigement, on l'ajoute à notre équipement, bien, c'est certain que ces éléments saisonniers-là, on s'en sert tout le long de l'année. C'est nous qui en est le locataire. Là. Ils ne vont pas le louer à quelqu'un au mois de juillet. D'accord. D'accord. Je ne reviendrai pas sur la question de la niveleuse, là, mais ça me préoccupe énormément. On a les statistiques, puis ça va venir tout ça. On connaît les chiffres, je connais les heures de la niveleuse. On a les statistiques pour chacune des machines. On va augmenter, notre intention, c'est d'augmenter la télémétrie pour tous les équipements, tous les véhicules qu'on va avoir dans le parc si on devait garder le Ségère. Si on se débarrasse du Ségère, on verra bien quelle proposition que le Ségère va nous présenter, puis si c'était l'avantage de la ville. La télémétrie, c'est un outil très intéressant. On va regarder nos besoins. Puis, de temps en temps, il faut vérifier, est-ce que le nombre d'heures qu'on a utilisé dans les dernières années justifie l'équipement qui est en place. Puis si ça ne justifie pas, bien à ce moment-là, on trouvera une voie différente qui pourrait être, on ne le met pas dans le parc, puis on le louera d'une façon... La télémétrie est installée sur des véhicules lourds. Oui, présentement, oui. D'accord. Lorsque le propriétaire du véhicule fait de la location, il établit un tarif. Le système de télémétrie est installé dans le véhicule. Donc, il fait sa tarification en fonction de l'équipement qui est là. Comment ça se fait qu'on repaye la télémétrie? Non, c'est pas exact. La télémétrie, non, c'est pas comme ça que ça marche. La télémétrie, il y en a sur les camions, les équipements lourds. Ça nous permet de connaître le kilométrage qui est parcouru. Oui. Ça nous permet de connaître les vitesses. Ça nous permet de connaître la consommation d'essence. Beaucoup d'autres paramètres. C'est ça que ça sert. Oui, mais c'est un équipement qui fait partie du véhicule. Ben oui. Donc, pas partie du véhicule, c'est un ajout qu'on met. C'est un ajout qu'on met pour pouvoir le mesurer. C'est normal parce que cet équipement-là permet à la fois au locataire et au locateur de pouvoir bien suivre son actif. Oui. C'est un avantage pour la ville aussi. Oui, je suis d'accord avec ça, tout ça, OK? Mais je me dis que c'est un équipement qui fait partie du véhicule. Donc, quand je loue mon véhicule, je fais une tarification en fonction de ce que le véhicule est, avec quoi il est équipé. Comment ça se fait qu'il y a une facture qui arrive par la suite pour payer de la télémétrie? Je vais essayer de... Non, mais vous avez une question, je vais y répondre. Hein? D'accord. Ségère nous offre la possibilité de louer des véhicules standards ou très équipés. Que c'est à nous de décider ce qu'on a besoin. Quand le véhicule arrive, on pourrait dire qu'il est de base, on peut rajouter toutes sortes d'éléments avec ou pas de télémétrie. C'est nous le locataire, c'est nous qui décidons de mettre la télémétrie dedans.
Ça n'arrive pas par défaut, la télémétrie, là. La télémétrie permet au propriétaire du véhicule de suivre son véhicule. Exact. OK? Donc, la ville, là-dessus, je ne vois pas l'importance pour la ville de se baser sur la télémétrie. Ben, mais ça, c'est une chose. De toute façon, c'est correct. Si je fais la location d'un grader d'une entreprise locale, puis s'en vient faire l'entretien de mes routes pour X temps, X heures, ces choses-là, le contrat terminé, il retourne chez lui, OK? Puis il s'occupe à ce moment-là de l'usure de ses sabots, puis des patins, puis ainsi de suite. Ségère fait tout payer au complet. Même si c'est déjà inclus dans son contrat de location. Parce que si je loue un grader, là, c'est certain qu'il y a de l'usure qui va se faire à quelque part. C'est comme remplacer une chaufferette dans le véhicule. Je ne vois pas pourquoi que c'est la ville qui paye la chaufferette à remplacer. Ça appartient au propriétaire. En tout cas, ceci dit... Est-ce que c'était une question ou c'était un commentaire? Non, c'est un commentaire OK. aussi. C'est un commentaire. Merci. Parfait, je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça nous mène maintenant au dernier point de la soirée, le point 29, levé de l'Assemblée. Alors, les proposés par résolu à les conseillers présents que la séance soit levée. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Mais avant, je remercie Julie, merci Éric Robert également, puis remercier les gens qui nous écoutent. Merci de votre participation. Et bien entendu, tous mes collègues qui sont ici présents ce soir, je vous remercie de votre participation. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Je vous remercie. M. McNaughton, ça va pour vous aussi? Oui. Mme Anglard? Oui. M. Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. M. le greffier, il est 20h55.